Si on arrive à imposer aux restaurants d'avoir de manière obligatoire une option VG qui tienne la route, c'est un grand pas, quoi. J'ai shifté parce que effectivement quand je suis tombé un peu sur des chiffres, c'est quand même assez vertigineux entre la quantité d'eau, la quantité de pétrole qu'il faut pour faire 1 kilo de bœuf. En face de toutes ces usines, de ces gigafactories, il va falloir créer aussi des giga recycleurs de batteries. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 5 à 10 ans devant nous pour mettre ça en place. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas avoir deux chances. Parce qu'en termes de timing, on a juste 30 ans pour faire la transition. C'est pas parce que qu'on fait de l'environnement qu'il ne faut pas gagner dessous. Et il faut aussi le dire que oui, il y a ces labels-là qui sont là pour amener un impact surtout, et que ça s'adresse au business et que ça coûte de l'argent. Dans la foulée, toi, tu considères qu'une entreprise, elle va avoir plus de chances d'attirer des clients parce qu'elle monte un peu patte blanche sur le sujet ? Clairement. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Stratégie Climat. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir trois nouveaux invités. Donc, on a autour de la table Antoine Msika, qui est responsable transition écologique chez Shine et pas Chine. On a Bruno Bartas, qui est consultant en innovation responsable. Et on va parler de tous ces sujets-là. Et bien sûr, Laurent Barbezieux de Axio, de la plateforme Axio, qui permet, donc on va en parler aussi, d'agréger les données carbone et aussi qui s'accompagne de conseils pour bien faire tout ce process. Sans plus attendre, on va commencer par Antoine. Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être ton parcours, ton arrivée chez Shine et puis la responsabilité que tu as aujourd'hui au sein de cette entreprise. Déjà, Shine, c'est quoi ? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de l'invitation et bonjour à tout le monde. Donc Shine, c'est le compte pro des petites entreprises et des indépendants. Très simple, c'est un compte pro avec un compte, une carte mais qui est plus simple, moins cher. Et voilà, je vous passe les détails. Moi, j'ai rejoint Shine il y a 4 ans maintenant pour faire de la communication. À l'époque où Shine avait 1 an. Et ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que je faisais de la com dans les startups. Et assez naturellement, j'ai commencé à bosser sur des sujets environnementaux et notamment le bilan carbone de Shine. À une époque, on était une des premières startups à faire et publier un bilan carbone complet. Et de fil en aiguille, avec mon boss, on s'est dit que ça serait pas mal de créer un poste à temps plein sur ce sujet-là. Pour 2 raisons. 1, pour le séparer de la com, parce que c'est jamais une très bonne idée que ça soit lié à la com, ces sujets. Et 2, pour avoir quelqu'un à temps plein, parce qu'il y a du boulot. Et du coup, on a créé le poste. Et j'ai pris ce poste officiellement il y a maintenant 2 ans. Okay. Donc ça fait 2 ans que je suis responsable de la transition écologique de Shine. Ça claque. Et donc pour faire très simple, mon job aujourd'hui il est double. Il y a d'une part mesurer et réduire l'empreinte de Shine. Donc en gros vraiment en interne, tout faire pour réduire notre empreinte carbone et puis même tout un tas d'actions sur la transition écologique. Et à l'externe, donc aujourd'hui on a, je crois, un peu plus de 100 000 clients. Et donc l'idée c'est comment je fais pour sensibiliser et engager toutes ces TPE, tous ces indépendants et toutes ces TPE dans la transition écologique et de manière un peu plus large même tout notre écosystème, comment on fait pour le bouger un petit peu, quoi. Donc les clients principaux, c'est ça, TPE, PME ? C'est TPE indépendant, donc en gros, il n'y a pas de limite dure, mais ça va de 0 à 10-15 employés, quoi. C'est ça notre cœur de cible. Ok. Et la question, moi je me pose à chaque fois, c'est le point de bascule pour le dirigeant, d'un moment de se dire, c'est le moment de faire un bilan carbone. Est-ce qu'il y a une climato-conscience au départ ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un événement particulier ? C'était quoi le déclencheur ? Alors, pour le coup, je pense que Laurent aura plus de choses à dire là-dessus, mais moi, ce que je remarque, il y a souvent 2 déclencheurs, ou même 3. Il y en a un qui va être purement externe, c'est parce que tu veux gagner un marché public ou une appel d'offres quelconque, et là, dans l'appel d'offres, il faut la réalisation d'un bilan carbone. Bien sûr. Il y en a un deuxième externe qui va être réglementaire. Tu vas atteindre une certaine taille ou un certain palier qui fait que tu es obligé de faire un bilan carbone. Bon, malheureusement, ça concerne très peu d'entreprises. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et le deuxième principal
levier, ça va être l'interne, quand il y a une pression en interne, de plus en plus d'employés qui se regroupent et montent des collectifs et demandent à la direction de faire un bilan carbone. Agir. Donc il y a un petit côté marque employeur aussi, on va pas se mentir. Voilà, c'est ça les 2 gros leviers, et j'ai dit qu'il y en avait 3, donc il faut quand même que je donne un 3e. Le 3e que je vois, mais qui est vraiment beaucoup plus rare, c'est parce qu'il y a une vraie conscience des fondateurs ou des fondatrices, oui, c'est ça. De la direction de manière générale, et qui se disent attends, on l'a pas fait, faut quand même qu'on le fasse, quoi. Donc ça arrive, c'est rare, mais ça arrive aussi. Ouais. Parce que du coup, alors moi, de ce que je sais sur la partie légale, c'est que le bilan carbone il est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes depuis 2018. Ouais. Et depuis 2020, c'est les entreprises de plus de 50 personnes, mais c'est des bilans carbone simplifiés. C'est ce que j'avais en tête. Alors c'est surtout des bilans incomplets, puisque c'est les scopes 1 et 2. Voilà, c'est ça. Donc les émissions directes, pour faire simple, mais ce qui représente pour des entreprises comme Shine par exemple, scope 1 et 2, c'est genre je crois 5% de notre bilan carbone. Oui. Donc c'est vraiment une blague, quoi, si on fait que ça. Et donc, en gros, toutes les entreprises des services, c'est ce genre d'ordre de grandeur. Pour 2020, j'ai plus pour le changement en 2020, j'ai plus le détail en tête, mais il me semble que c'est pour les entreprises qui avaient reçu des aides pendant le Covid. En fait, c'est pas pour toutes les entreprises. D'accord. Et je crois, mais encore une fois, je renverrai à Laurent tout à l'heure, mais je crois que c'est en train de changer. Notamment, on parle plus de scope 1 et 2, enfin 1, 2, 3, mais d'émissions directes et indirectes. Et je crois qu'on est quand même en train de redescendre les seuils à 250 employés. Mais voilà, c'est en train de bouger un petit peu, mais ça reste très faible et très lent, quoi. Ok. Et on va en parler peut-être après avec Laurent, vu qu'il est, ou même Bruno d'ailleurs, s'il y a des choses à dire là-dessus. Donc, responsable de la transition écologique chez Shine depuis donc officiellement 2 ans. Officiellement 2 ans, ouais. Et donc, vous avez fait vos premiers bilans carbone, vous avez fait vos premières actions, vous avez déjà... on a changé le monde, on a arrêté le réchauffement climatique. Il n'y a plus de viande à la cantine. On fait notre bilan annuellement. Okay. On le publie aussi. Donc le premier est en 2019. Donc là, on commence à bosser sur celui de 2023 qui va être donc notre 5e. Okay. Et effectivement, il n'y a plus de viande à la cantine. Mais en fait, on a une activité qui est assez simple. Donc au gros, aujourd'hui, si on prend le bilan 2022, il y a les 3/4 de l'empreinte qui reposent sur 2 postes. Il y en a un qui est notre architecture bancaire, pour faire très simple. On achète des services à un prestataire, du coup c'est de l'achat de services. Ça représente de mémoire 1/3 de notre bilan. Et il y a donc à travers c'est quoi, c'est les serveurs? C'est vraiment de l'achat de services en fait. C'est vraiment. Donc c'est un package en fait. Alors, il s'avère que comme dans le premier bilan, on s'est rendu compte qu'il représentait la moitié de notre bilan. On leur a dit, ça serait sympa de faire un bilan vous-même pour que du coup on puisse utiliser vos données pour les intégrer à notre bilan, pour avoir un truc un peu plus précis. Donc ils l'ont fait, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc maintenant, annuellement, eux-mêmes font leur bilan carbone. Ils l'ont fait parce que vous leur avez demandé de le faire. On leur a demandé, ouais. Okay. Ouais. Et le deuxième gros tiers, c'est le market. Tout ce qui est publicité, enfin notamment très très largement la publicité, en ligne, télé, en ligne et télé principalement. En fait, ça représente énormément d'émissions de CO2. Et donc ces 2 postes représentent pas loin des 3/4. Et après, il y a tout un tas de trucs. Ça va être les ordinateurs qu'on achète. Oui. Ça va être les déjeuners des employés. Voilà, tout un tas de trucs, on va dire, plus simples à réduire et qu'on a d'ailleurs réduit depuis le premier bilan, puisque aujourd'hui, pour faire très simple, il y a quasiment plus d'avions chez Shine. Donc on ne va pas prendre l'avion pour aller à une conférence à l'autre bout du monde. Ou alors il faut vraiment qu'elle soit très très importante. C'est une entreprise internationale ou Non, on n'est qu'en France. En France pour l'instant. On est qu'en France. Et quand on fait notre séminaire annuel, on reste en France, on y va en train. Donc terminer les séminaires à Barcelone ou à Marrakech. On peut aller en train à Barcelone. On peut aller en train à Barcelone, mais c'est vraiment long. Enfin, c'est faisable quand tu es seul. Oui. Quand tu as 250 personnes à transporter, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc il y a des vraies actions au sein de Shine qui sont aussi du coup des éléments d'exemple, en fait, exactement, ce que souvent les salariés attendent aussi de la part de l'entreprise. Et on s'est amusé à calculer. Ah oui, donc pareil, il n'y a plus de viande dans les séminaires et globalement quand Shine paye un repas, que ce soit quand on organise un cocktail ou quand il y a des séminaires ou des dîners, c'est végétarien. Et du coup, on s'est amusé l'année dernière à calculer l'empreinte du séminaire, donc 2022. Tel qu'il était, de mémoire c'était genre 8 tonnes, et tel qu'il aurait été si on était allé au même endroit, donc on était dans le sud, et si on était allé au même endroit mais en avion,
et si on avait mangé en gros des repas carnés normaux classiques. Avion plus... exactement. Plus, ouais. Donc on aurait gagné beaucoup de temps et puis on aurait mangé de la bonne viande et tout, quoi, voilà. Mais l'empreinte aurait fait genre x5, je crois, un truc comme ça. x5 ouais, je crois qu'on passait de mémoire, on passait de 8 à 40 tonnes, un truc comme ça. Ok. C'est bon, c'est un cas j'espère que ça fait bien x5. Mais... Super, 8 x5, 40, on est pas mal. On va passer à Bruno. Bruno, donc ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais du coup on a quelques points communs au-delà de la partie écologique. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse dès à présent, c'est aujourd'hui, tu es donc indépendant et tu proposes tes services pour les entreprises. C'est ça. Et qu'est-ce que tu leur proposes exactement là ? Alors, déjà, je m'adresse principalement aux PME, PME, ETI. Je travaille plus avec les grands groupes, parce qu'une grosse partie de ma carrière, c'était dans des grands groupes, notamment dans l'aéronautique ou dans de la grande distribution. Et en fait, on va dire que j'ai vu ce que j'avais à voir. Et aujourd'hui, je trouve plus d'épanouissement dans les petites structures où il y a aussi des hiérarchies plus horizontales. Donc voilà, sur la cible, moi, c'est plus les PME, ETI. Et donc, tu leur proposes quoi ? Ce que je leur propose, c'est tout ce qui est donc je suis consultant indépendant, et donc c'est de l'innovation pour l'impact. En quoi ça change de impact ? C'est que moi, en fait, je pars des problématiques environnementales et sociales, et ensuite, autour de ça, j'essaie de créer des modèles économiques et des innovations en y ajoutant justement des outils comme des bilans carbone, des ACV, dès le départ, de la triple comptabilité, au lieu de faire juste un business plan, etc., pour que ce qui va sortir en fait de l'innovation, faut que l'innovation sortante soit le plus responsable possible, on va dire. En tout cas, qu'elle intègre déjà tous ces aspects-là avec de la science, en tout cas des outils chiffrés et reconnus avant de se lancer. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, je fais de l'accompagnement purement RSE. Donc comme je disais, pareil, des trucs très basiques, bilan carbone, analyse du cycle de vie, des certifications. C'est basique, mais il faut le faire. C'est les premières étapes. Il faut le faire, mais, oui, effectivement. Mais c'est vrai que là, moi, sur le marché, je vois que c'est une compétence qui est de plus en plus commune. En tout cas, dans le consulting, il y a plein de grosses boîtes maintenant qui se lancent sur ça, alors que ce n'était pas du tout leur métier. J'ai vu KPMG qui lance Deloitte. Ils sentent qu'il y a un appel d'air aussi sur ces besoins-là. Donc, Tout à fait. Donc des choses de base, on va dire pour les initiés, mais qui en fait se démocratisent comme il le disait juste avant à cause de la législation aussi. Et aussi donc tout ce qui est autour des audits, donc des labels, certifications. Donc j'ai commencé moi avec l'ISO 14001. Ça passe par l'ISO 9001, 18001 je fais plus, mais par contre je fais aussi tout ce qui est labellisation autour de B Corp, EcoVadis et Cradle to Cradle. Donc on va dire des labels plus spécifiques, indépendants, qui néanmoins véhiculent certaines valeurs et certaines méthodologies, voilà, qui peuvent se rapprocher de l'ISO 26000, mais qui ont leurs particularités. Voilà. On va reparler après des labels, parce que moi ça m'intéresse, j'y connais rien. Donc du coup, ça va être l'occasion d'en discuter. Je pense que c'est une partie aussi importante. Donc tu t'adresses aux petites entreprises. Les entreprises, donc, elles viennent, elles frappent à ta porte. Et du coup, qu'est-ce que tu leur dis ? C'est quoi les premiers contacts ? C'est quoi les premières discussions ? Alors c'est un peu spécial, moi je fais pas de publicité en fait. Tout mon réseau en fait professionnel, c'est uniquement par recommandation. Du coup en fait quand tu viens me chercher, on sait un peu ce qu'on va trouver. Donc les deux choses que je viens d'évoquer, les deux aspects. Et en général souvent c'est en fait on a effectivement, comme c'était dit juste avant, des employés qui ont besoin d'avoir plus d'engagement. On ne sait pas trop par où commencer et en même temps on veut être innovant. Donc c'est souvent avec les deux aspects. Et du coup moi, au tout premier lieu, c'est de voir avec eux, faire un état des lieux. Ok, où est-ce que vous en êtes sur ça ? Où est-ce que vous en êtes sur ça ? Qu'est-ce que vous pensez que vous faites ? Et à partir de là, en fait, moi, je dresse un constat et je leur dis, voilà, moi, ce que je peux vous proposer comme petit pas, il y a ça. Et ensuite, comme grand pas ou à plus long terme, il y a ça. Donc vraiment sur plusieurs aspects temporels. Donc, vraiment le court terme, là, dans les 6 mois, 1 an, potentiellement, les quick wins, ça va être ça. Pour déjà se lancer. Ensuite, le moyen terme, sur, on va dire, 2 à 3 ans, et sur le long terme, 5 à 10 ans jusqu'à 2030, où je prends des horizons, des fois jusqu'à 2050, pour ceux qui sont vraiment engagés, où la direction a vraiment envie de faire quelque chose. Parce que souvent, l'économie se projette à 1 ou 2 quarters, au final. Oui. Donc, il faut leur donner quand même quelque chose très, très rapidement, de savoir comment bouger. Une lecture à 2030-2050, ça peut paraître... inaccessible, inimaginable pour beaucoup d'entrepreneurs. Alors c'est vrai, du coup moi comment je les amène en fait à réfléchir sur ça, je leur dis ok, votre entreprise, vous la voyez comment au niveau international et en termes de chiffre d'affaires et de headcounts en fait, d'employés.
Et souvent, ça, c'est le BE. Hein. Ils disent, ah bah oui, nous, on se voit avec un taux de croissance de 10%, donc on se voit à 500 millions, aujourd'hui on fait 50 millions, donc on se voit tant. Et à partir de là, je dis, ah bah, en partant de ça, en fait, de votre stratégie commerciale et de développement, il y a ça et ça qui va s'appliquer, ça va être obligatoire. Donc, comme je disais, effectivement, des entreprises de 150 salariés. Alors, il y avait aussi le chiffre d'affaires, je crois que c'est 20 millions ou 40 millions, où ça devient obligatoire de faire un bilan carbone. Ah oui, d'accord, il n'y a pas que le nombre d'employés. Il y a le chiffre d'affaires aussi, voilà. Et du coup, à partir de là, moi, je leur dis, il y aura ça qui sera obligatoire. Donc, de toute façon, c'est soit vous le faites maintenant, soit ça va vous tomber sur le coin de la tronche après, et ça va faire mal parce que vous n'aurez pas la structure de données, etc. Et en plus, si vous avez un besoin aujourd'hui, donc je les amène en fait à réfléchir sur ça en allant sur leur territoire un peu économique, financier, et en leur montrant ce qui est obligatoire et ce qui est volontaire, mais ce qui est dans leur intérêt de commencer le plus tôt possible. Aussi pour accompagner ces développements commerciaux avec la marque employeur, aussi bien pour trouver du prospect et des clients que pour recruter des talents. Ok. C'est quoi les plus gros freins une fois que tu rentres dans une entreprise et que tu commences à discuter avec les parties prenantes? Où est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a de la résistance qui est purement climatique en disant j'y crois pas? Est-ce qu'il y a de la résistance économique en disant j'ai peur? Qu'est-ce que tu rencontres comme est-ce que tu rencontres de la résistance, et si oui, quelle forme est là? Oui, alors pour moi il y a 3 grandes catégories. Il y a tout ce qui va être au niveau de la gouvernance, parce que du coup il faut lâcher du lest, comme ils y connaissent rien. Et forcément, on arrive dans une PME, souvent c'est des fondateurs, donc soit c'est des entreprises familiales, hein, ou c'est des fondateurs qui ont créé leur propre boîte et qui se disent ça, j'y connais rien, je vais devoir le sous-traiter. Mais du coup, par exemple, dans Bicorp, il faut changer ses statuts. Si on veut le label Bicorp, il faut changer les statuts de l'entreprise. Voilà, donc il faut y inclure une mission, il faut un comité de mission, voilà, il y a quelques aspects qui sont quand même un peu contraignants. Et pareil, dans Bicorp, il y a un aspect sur la gouvernance. On parle de la gouvernance partagée. Quand on dit au PDG de l'entreprise, même si c'est une PME qui fait 150 millions, ou même moins 50 millions, en fait, il va falloir un peu partager le pouvoir. Partager avec... J'ai envie, mais pas trop quand même. Ouais. Voilà. Donc, il y a un peu de ça. C'est vrai que ça change un peu de paradigme pour eux, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, là, il peut y avoir un petit peu de résistance à ce moment-là. Un petit peu de friction, ouais. Après, ils ne sont pas tous obligés d'avoir un label Bicorp. Non, bien sûr. Alors, des labels, il y en a plein, hein, comme on le disait avant. Mais par contre, clairement, au niveau de la gouvernance, parce que tu me demandais les 3 points, donc, c'est comment est-ce que je vais partager un peu la décision et l'expertise aussi, parce que du coup, comme ils n'y connaissent pas grand-chose, au final... Ils délèguent ça en fait soit à des consultants qui ensuite vont devoir donner le flambeau à des employés de l'entreprise qui eux vont leader cette stratégie, mais qui va impacter la stratégie commerciale, comme je le disais. Donc il faut lâcher un peu le lest, et ça c'est pas facile. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect financier. On va pas se mentir, un bilan carbone, une entreprise qui fait 50 millions de chiffre d'affaires à l'international, ça coûte quand même une petite somme. Est-ce qu'on peut avoir un ordre ça va entre 8 000 à 20 000, même s'il y a des subventions, ça dépend. Voilà. Et on parlait du bilan de gaz à effet de serre, effectivement, scope 1, scope 2, qui est le simplifié, donc tout ce qui est direct. Alors, effectivement, c'est vraiment la base. Le scope 3, c'est 80%. Souvent, voilà. Ouais. Donc, mais pour une PME, c'est un budget. Puisque après, c'est pareil, on fait un bilan carbone, ok, mais qui est-ce qui va s'en occuper de l'action plan en fait? On a un plan d'action, mais s'il reste là... Déjà, je trouve que si on fait un bilan carbone, on a déjà une visibilité de où sont les sources les plus importantes. Donc c'est un peu plus concret que d'essayer d'avancer au dos mouillé. Alors il y a ça, et en fait le deuxième point, enfin le sous-point derrière l'aspect financier, c'est qu'en fait pour faire ces analyses-là, il faut des données. Et souvent les PME sont très très mal équipées en données, puisque c'est un peu fait... à l'arrache, on va se dire. Ouais. Voilà. Elles sont pas aussi digitalisées que les compagnies natives digitales, SAS, etc. Donc, il y a du papier par-ci, il y a le bon sens paysan par-là. Donc, il y a toute cette création de données qui est extrêmement coûteuse. Même le mapping de leur supply chain. Ils se retrouvent, ils ne savent même pas de qui ça vient, etc. Ça coûte une fortune. Donc, au-delà du bilan carbone. Au-delà du prix du bilan carbone, c'est déjà le prix d'installer des infrastructures data, on va dire. C'est ça, la structuration de leurs données et le mapping de
leur flux économique et de leur flux physique et leur flux d'informations. Qui est un investissement important, mais qui, de toute façon, pour la pérennité de l'entreprise, bilan carbone ou pas bilan carbone, c'est quand même quelque chose de positif. Enfin, moi, De mon point de vue, oui. Après, tous les dirigeants ne l'entendent pas comme ça quand ils voient la facture. Ah, c'est sûr. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est assez étrange de voir, enfin, c'est étrange, que finalement, la transition écologique va aussi accélérer une transition digitale qui n'a pas été terminée dans certaines entreprises. Effectivement. Donc ça, c'était le deuxième point. Deuxième, financier. Alors, peut-être juste un petit exemple rapidement. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami qui est le fondateur de la marque Mercato, qui est en fait anciennement franchisé Cash Express. Okay. Donc un pionnier de la seconde main, qui s'appelle Frédéric, et qui en fait m'expliquait que lui, en vraiment voulant incarner ses valeurs, il a perdu de l'argent parce qu'il a dit j'achète plus de neuf. Avant, il achetait, vous savez, ils vendent des guitares, des choses comme ça, mais c'est difficile de vendre une guitare quand il n'y a pas le câble audio. Etc. Donc il a acheté un peu de neuf. Il a dit on a arrêté le neuf, mais du coup on perd beaucoup d'argent. Et il a fait le choix, il l'a assumé. Donc derrière le financier, il y a aussi ces aspects-là. Comment ça va impacter soit des revenus, ou soit ma marge, ou mon OBE, in fine mon EBE, quoi. Donc financier, il y a aussi ces aspects-là. Et le tout dernier, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un peu autour de tout ce qui va être les risques en termes d'image. Par exemple... c'est la marque employeur, voilà. C'est effectivement, est-ce que je passe pour une entreprise qui est ancrée dans son époque et qui agit ou pas, quoi. Alors, ça dépend. Par exemple, moi, j'ai des clients qui sont dans le BTP. Oui. Le BTP, c'est un secteur qui est un peu vieillot, on va pas se mentir. Et c'est un peu à l'ancienne. C'est très manuel. Ouais. Et c'est des personnes qui sont souvent en déplacement sur des chantiers, qui créent beaucoup de déchets et qui ne sont pas forcément sensibilisés et éduqués à ces sujets-là. Donc, quand on leur dit, il va falloir penser à prendre le train, etc., pour aller sur des chantiers ou le béton, etc., en gros, eux, ce qu'ils se disent, c'est, en fait, tous mes partenaires autour, je vais leur mettre des contraintes et du coup, ils vont plus vouloir bosser avec moi. Mais quand ils s'occupent de certains chantiers, je ne peux pas citer des chantiers parce que j'ai un de mes gros clients qui est dans le BTP, mais quand il y a des chantiers qui sont très grands sur des choses très connues, ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce chantier parce que on est devenu, entre guillemets, un peu écolo. Donc il y a ces aspects-là où on marche un peu sur des œufs, où il faut y aller intelligemment, il faut arrondir les angles pour que ce ne soit pas trop saillant, mais pour qu'en même temps qu'il y ait un minimum d'engagement. Et ça, c'est un peu difficile aussi pour les dirigeants parce que tout de suite, ils se disent « Ah, contrainte, je vais devoir faire ça, je vais devoir demander dans mes appels d'offres ISO 14001, machin. » Il n'y a personne qui a ça sur le marché, où il y en a 2 ou 3, ils sont 250% plus chers. Oui. Je ne rentrerai jamais dans mes coûts. Si je communique sur ça, je suis en train de me tirer une balle dans le pied, je vais mourir. Après, il faut attendre l'effet de masse. C'est effectivement quand il y aura 10% des entreprises BTP, c'est là où la bascule peut se faire. Mais les premiers, c'est un peu compliqué. Les premiers, c'est des pionniers pour moi. BTP, c'est un vrai sujet sur l'empreinte environnementale. C'est catastrophique sur certains aspects. Je regardais une tonne de ciment à fabriquer. Je ne sais plus combien c'est de tonnes de CO2, mais c'est colossal. Et une tonne de ciment, c'est quoi ? C'est 2 mètres cubes. C'est vraiment... Donc BTP, hyper intéressant. Merci Bruno. On va passer à Laurent. Laurent, on se connaît un peu à travers, surtout, c'était Indigo. Donc moi, quand j'avais fait la formation pilote de la transition climat chez Indigo, toi, tu étais intervenant. Donc Axio, plateforme digitale qui permet d'agréger les données carbone. Depuis quand ça existe, Axio ? Alors, on a commencé en 2020, première semaine du confinement, c'est très bon timing, voilà. On avait du temps. Et donc là, on a eu nos premiers clients début 2021. Et depuis, c'est pas le travail qui manque, on va dire, parce que effectivement, ce que tu disais, on a quand même un sujet de démocratisation de la mesure d'empreinte carbone, avec de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent pour plein de raisons. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, il faut juste s'y mettre, donc c'est là-dessus qu'on travaille. Ok. Alors du coup, Axio, ça propose quoi à quel type d'entreprise ? Alors, on travaille essentiellement avec les ETI et les PME, donc de quelques centaines à quelques milliers de salariés. D'accord. On parle plus en salariés qu'en chiffre d'affaires, parce que pour nous, c'est le bon proxy de la complexité de la collecte des données, justement. On fait ça dans à peu près tous les secteurs. Il y a une ou deux exceptions, mais là, on a parlé BTP, on a parlé tech, retail, industrie, on a travaillé dans tous ces secteurs. Et ce qu'on propose, c'est donc un combo, une plateforme SaaS, donc un logiciel, et des consultants. Parce qu'en fait, si on veut que la transition prenne dans les entreprises,
Il va falloir des outils, il va falloir s'outiller parce qu'on ne va pas faire ça sur Excel ou sur du papier. Il y a des logiciels sur tout. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas pour suivre l'empreinte carbone. On a besoin d'expertise, donc nous on peut l'apporter, mais il y a un enjeu pour les entreprises de monter en expertise sur les sujets carbone parce que ça va juste leur coûter très cher de faire appel à des consultants tout le temps. Et il faut un peu de process et de gouvernance parce que avec toute la bonne volonté du monde, si on n'a pas une clarté sur qui fait quoi, qui prend les décisions et qui débloque des budgets, tout à l'heure, je sais plus qui, ça n'avance pas. Ok, et la genèse en fait du projet, moi ça m'interroge effectivement comment tu as l'idée, qu'est-ce qui se passe avant la création d'Axio, et tu te dis il manque sur le marché peut-être ce genre de service. Avant moi j'étais consultant mais plutôt stratégie et transformation pour des grands groupes. Je voyais que le sujet, on va dire que j'avais une compréhension un peu comme tout le monde qu'on était un peu en retard sur le climat on va dire, et intellectuellement, je ne voyais pas comment on pouvait s'en sortir si on n'avait pas une mesure carbone généralisée, de plus en plus fiable, robuste, contrôlée, avec des réglementations, etc. Et donc, il faut forcément avoir des logiciels, notamment pour récupérer les informations sur le scope 3, vu que c'est en amont de sa chaîne de valeur. On ne va pas faire ça juste par email ou par pigeon voyageur. Il va falloir un peu moderniser tout ça. Donc, je me suis dit, il faut faire un logiciel là-dessus. Avoir la forme, donc j'ai fait le wagon avec une formation de développement web pour remonter ça, et le hasard a très bien fait les choses. J'ai rencontré mon premier associé qui lui avait commencé sa carrière sur les audits CO2 sur les sites industriels, les marchés carbone, fameux marchés carbone européens où la TVA n'était pas très bien réglée au début, pour ceux qui connaissent. Et il avait un pote de promo à lui qui avait fait également 10 ans de conseil, des projets pour l'ADEME, pour la Commission européenne sur l'affichage environnemental produit, etc. Et on avait le même diagnostic, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à massifier sans perdre en qualité. Donc il y a des choses à automatiser, il y a des choses où il faut apporter de l'expertise, et donc on est parti sur ce sujet-là, et on n'a pas pivoté, pour le coup on continue de faire ça. Ok, donc l'idée de départ finalement est restée celle qui aujourd'hui est toujours en production, et tout au début, vous rencontrez les entreprises en 2020, quand avec l'équipe vous pitchez le service, c'est quoi la réaction, comment elles vous accueillent? En fait, ça dépendait à qui on s'adressait. Si on parlait à des grands groupes, en fait, les besoins des grands groupes étaient vraiment assez spécifiques. On a besoin de pouvoir faire une comparaison pro forma quand on fait des carve-out de sessions, etc. Bref, des sujets de BI, de gestion des données et de visualisation des données assez complexes. Et il y a déjà quelques acteurs, mais depuis il y en a d'autres qui se sont lancés. Donc on s'est dit, ça a l'air un peu costaud, on va peut-être pas commencer tout de suite par ça. Et quand on a parlé pour le coup plus avec des PME, des ETI, ils nous disaient, en fait, on n'a pas vraiment d'expertise en interne, on récupère des fichiers Excel qu'on a du mal à s'approprier, et on travaille plutôt avec des indépendants, parce que les cabinets les plus connus sont déjà sous l'eau avec les grands groupes. Donc on voyait bien qu'il y avait un sujet sur des entreprises de taille moyenne, où la complexité de la collecte de données n'est pas si grande. On va dire que si on est 100 ou 200 dans une entreprise, un responsable RSE peut savoir à qui parler pour récupérer l'info. Quand on est sur une entreprise de 100 000, genre Valeo, on ne sait pas à qui demander, qui a quelle info sur qu'est-ce qui est dispo. En fait, on ne sait même plus par où commencer pour commencer à cartographier. Donc en fait, c'est pas la difficulté du travail n'est pas linéaire avec la taille. C'est beaucoup plus difficile en termes de nature de travail de faire un bilan carbone dans un très grand groupe et dans une PME. Et dans une PME, et dans une ETI même, c'est faisable sans avoir sans avoir une organisation projet et un budget qui est délirant. Et l'autre point, un des deuxième élément de diagnostic qu'on a eu, c'est que souvent il y avait des bilans qui étaient faits, mais vu qu'on a passé tout le temps sur la collecte des données, on n'a pas eu le temps de faire le plan d'action. Et si on a eu le temps de plan d'action, on n'avait plus de jus pour le mettre en place. Du coup, il y a un enjeu fort qui est dès le premier bilan, qu'on ne perde pas une année sur le climat. Donc c'est important de gagner en efficacité et pas réinventer la roue, proposer des actions déjà rédigées et juste les adapter plutôt que repartir d'une feuille blanche à chaque fois. Et se garder vraiment du temps des équipes pour que les actions puissent être mises en œuvre. Sinon, en fait, on perd beaucoup trop de temps. Et donc aujourd'hui, en 2023, il n'y a plus de sujet. Quand tu présentes Axios, les entreprises elles comprennent, elles ont déjà vu comment est le marché, il est mature. Tu sens que... Alors, il mature rapidement, mais on va dire sur les sujets climat, si on prend là où on en est par rapport à là où on devait être, on a globalement 30 ans de retard. Si on prend la dérivée, c'est-à-dire à quelle vitesse on accélère, franchement, c'est pas mal. Okay. Mais on part quand même de très bas. Le cas général, c'est l'entreprise avec qui on discute, elle n'a pas fait de bilan ou elle en a fait un
Et il n'y a pas forcément de vrai plan d'action, de gouvernance, de budget dédié, etc. Donc on est encore au début. On n'a plus trop le sujet de juste faire le scope 1, scope 2, donc juste les émissions vraiment directes. Tout le monde a intégré le fait que les sujets sont vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est quand même c'est une bonne nouvelle et ce n'était pas forcément le cas il y a 3 ans. Et il y a la conscience qui commence à monter, notamment avec des réglementations pour les entreprises de plus de 500 salariés. Il y a ce qu'on appelle la CSRD qui arrive, qui est en train d'arriver et qui va faire que le sujet va devenir de la responsabilité de la finance, de s'assurer qu'on respecte la règle. Donc on est en train d'avoir le sujet qui monte au niveau du COMEX. On a également les fonds d'investissement, il y a une autre réglementation, la SFDR, qui est le pendant de la CSRD et qui commence à faire que les fonds doivent s'assurer qu'ils font attention à ce dans quoi ils investissent pour ne pas être du mauvais côté de la transition. Donc le point majeur, c'est plus le fait que le sujet est en train de monter au COMEX et que des réglementations structurelles sont en train d'arriver. Donc les bases sont en train d'arriver. Par contre, le niveau de compréhension du sujet progresse, mais on part quand même souvent de zéro et c'est normal parce qu'en fait, il n'y avait pas d'obligation jusqu'à présent. Et la bande passante et le temps qu'on y consacre dans les entreprises est encore insuffisant pour vraiment avoir des actions de réduction qui sont mises en œuvre. Ok, donc c'est le début. C'est le début, mais ça progresse très vite, ce qui est plutôt bien. Et la France est plutôt en avance par rapport à d'autres pays. C'est ce que j'ai constaté, effectivement, c'est que souvent on est très français et on est toujours en train de dire oui, on fait pas assez. Et en fait, à l'échelle de la planète, au final, on est quand même plutôt très bon sur le légal. Donc du coup, quand on est très bon sur le légal, ça avance assez vite. Que je comprenne un peu le business model d'Axio. Donc c'est un service SaaS. Oui, il y a un SaaS et il y a des jours de consultants en plus si besoin. Et nous, notre pari et ce qu'on dit à nos clients, c'est la première année, s'il y a besoin de jours en plus pour que vous vous appuyez sur notre expertise et qu'on vous fasse gagner du temps pour mettre au carré l'analyse de toutes les données, il y a des jours en plus. Mais dès la deuxième année, il n'y a plus besoin. Donc en fait, l'enjeu, c'est que ça soit 3-4 fois moins cher dans la durée, d'être sur quelques milliers d'euros et pas des dizaines de milliers d'euros dès l'année 2. Par contre, la première année, on n'a pas encore trouvé la formule magique. Soit on a des interlocuteurs qui ont du temps, soit c'est notre temps. Mais il n'y a pas encore de magie pour arriver à sortir des données de bonne qualité, justement ce que tu disais, parce qu'elles ne sont pas forcément aux bons endroits dans les bons systèmes. Ok. Sur la partie consultant, tu disais, les entreprises n'ont pas encore internalisé un peu cette réflexion-là. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on n'est pas au début un peu de l'âge d'or du conseil carbone ? Est-ce qu'on n'est pas là à l'aube d'un mouvement qui est un peu le même qu'on a connu il y a peut-être 15-20 ans au niveau du numérique, où en fait les entreprises ne pouvaient pas internaliser les experts numériques parce que, pour plein de raisons, mais en tout cas de dire je ne vais pas payer un salaire pour quelqu'un où je n'ai pas compris encore exactement la valeur qu'il allait créer. Je voulais peut-être un peu vous faire réagir là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même un appel d'air incroyable là, sur tous ces métiers-là de conseil carbone, ACV, etc. Je ne sais pas si peut-être rebondissent là-dessus, Laurent. Oui, je pense qu'on peut faire cette analogie et également faire l'analogie avec la chaîne de valeur de la comptabilité plus classique, où on a besoin de gens en interne qui font des éléments de compta. On a besoin de gens plus experts, des experts comptables, pour s'assurer que ça soit correct. On va avoir les mêmes logiques sur les auditeurs tiers indépendants, sur la CSRD, donc le fait d'avoir quelqu'un qui vérifie. Ça s'applique au carbone, mais également à d'autres éléments de la RSE. Le carbone, c'est un sous-ensemble de l'environnement qui est un sous-ensemble de la RSE. Et donc les entreprises vont devoir s'entourer de gens plus experts qu'elles, dont c'est le cœur de métier de faire des diagnostics biodiversité, des ACV, d'être très experts sur le bilan carbone. Et il y a sûrement un niveau général qui doit monter en interne sur pas mal de sujets, avec plus ou moins d'importance selon le secteur de l'entreprise. Avec la question qui se pose, la valeur ajoutée d'avoir quelqu'un en interne, c'est de pouvoir embarquer ses collègues, les autres métiers, l'évolution de la culture de l'entreprise, et faire que les choses bougent. La valeur ajoutée d'un Respo Climat, après je sais pas, Antoine, comment tu vois ça par exemple, c'est pas d'être ultra expert sur les évolutions de la norme méthodologique X, je ne sais quoi. C'est plutôt un consultant expert ISO ou autre qui va avoir cette valeur ajoutée. Qu'est-ce que t'en penses toi, Antoine ? Ouais, je suis complètement d'accord. Effectivement, je pense que ce qui est important, c'est qu'en interne, il y a les compétences pour comprendre le sujet et savoir mobiliser les compétences en externe. Donc effectivement, comme pour la compta ou de la même manière, en fait, comme pour plein d'autres métiers en réalité, où tu vas voir, j'espère que je ne vais pas dire une connerie,
un designer, tu vois, qui est très fort, qui connaît très bien son métier, qui sait comment marche le design et tout, mais parfois il a juste besoin de bras et il va embaucher des freelances ou des experts en design sur tel et tel sujet. Et ben pareil. Là, c'est une problématique de bande passante. Là, c'est plus une problématique d'expertise pure. Après, sur le design, tu peux faire appel effectivement à des gens qui vont être très spécialisés dans. Si demain tu as besoin de faire une BD, par exemple, tu vas faire appel à un spécialiste en BD, quoi. Et pareil, tu vois, aujourd'hui, Shine n'est pas concerné par la CSRD, mais le jour où on le sera, c'est probablement pas moi qui vais gérer le sujet. En revanche, je saurais dire attention, on va être concerné dans 1 an, 2 ans, il y a tel et tel truc qu'il faudra qu'on mette en place, et je saurais faire appel aux bonnes personnes pour nous aider et nous accompagner, quoi. Bruno, âge d'or, pas d'âge d'or? Moi, complètement. Juste, on regarde les chiffres. Aujourd'hui, les PME, c'est 99,9, j'ai vérifié hier sur le site de l'INSEE, des entreprises en France. Un employé sur 2, 49%, est dans une PME. Je regardais aussi, il y a 8% des entreprises de moins de 20 salariés qui ont fait un bilan carbone. Entre 50 et 100, il y en a 18%. Donc, il y a un gap monumental. Il reste quasiment 70% à la grosse de bande passante pour faire justement du bilan. Alors, là, on parle beaucoup de bilan carbone, mais du coup... Tout l'accompagnement, en général, on vient de le voir. C'est pas que pas du carbone. Je crois que c'est 40% du PIB français. Donc clairement, oui, il y a un gros besoin, et le fait que la réglementation arrive crée cette voie, et il y a la bande passante, et du coup, il y a de plus en plus de consultants. Et, y en a-t-il assez aujourd'hui par rapport à la grande vague Je pense que pas assez, mais c'est en cours. On voit pas mal de green school, alors c'est trop drôle parce que par exemple, le MIT qui vient de sortir, il y a toutes les grandes écoles qui se mettent à mettre des formations sur les ACV, etc. Alors qu'en fait, il y a des pure players comme pour les Français, ABC ou le GHGI. Moi, j'ai fait par exemple ma formation bilan carbone il y a 4-5 ans, qui sont là depuis des pionniers, quoi. Et du coup, on voit que toutes les grandes écoles se mettent dessus. Stanford, en 8 semaines, devenait machin. Ils capitalisent sur leur marque d'origine aussi. Absolument, ils ont tout à fait raison. Mais par contre, on voit que ça, c'est un signe fort qu'il y a un besoin, il y a un marché, et qu'il n'y a pas assez de personnes encore, mais que la transition est en cours et que la législation va clairement obliger ce marché à grossir. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de shifter, en tout cas, il y a des possibilités sur cette industrie-là, quoi. Franchement, je me permets de te couper, mais il suffit de regarder aussi les offres d'emploi ESG, RSE, machin, dans toutes les grosses boîtes, en tout cas dans le monde, dans les grosses startups, etc. Il y a 3-4 ans, il n'y en avait pas une seule. Et là, aujourd'hui, il y en a assez régulièrement, quoi. Toutes les semaines. Ouais, alors juste pour ça, du coup, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Jobs That Make Sense, qui a été fondée par Make Sense. C'est un peu mes produits, j'en profite. Mais du coup, c'est pareil, il n'y a jamais eu autant de jobs sur la plateforme. Même, il y a des foires, des salons uniquement dédiés à Talent for the Planet, je crois que ça s'appelle. Où c'est que ça. Donc, clairement, pour moi, comme tu disais, c'est le début de l'âge d'or. Mais je pense que ça va exploser dans les 4 à 5 années qui viennent là. Cool. Super. En tout cas, moi, je suis content d'avoir autour de la table finalement 3 profils un peu complémentaires. C'est qu'on a effectivement Antoine qui est côté client, on va dire, donc qui s'occupe du sujet en interne. Bruno qui fait du conseil et Laurent qui représente un aspect plateforme, même s'il y a aussi une partie conseil qui est intégrée à la plateforme. Mais là, on a vraiment l'écosystème qui va faire en sorte que l'entreprise va pouvoir avancer et être bien accompagnée. On va continuer avec d'autres sujets. On a vu avant ensemble un peu les sujets dont on pouvait parler. Et on va commencer par toi, Antoine. Et tu voulais nous parler un peu des critères extra-financiers du Next 40 et de la French Tech 120. Et peut-être à pointer du doigt quelques manquements par rapport à ces critères. Tout à fait. Hué même. Hué. Non, tout à fait. Effectivement, pour remettre un peu de contexte, il y a 3 ans maintenant, j'avais lancé un truc qui s'appelait le Climate Act, qui à l'époque était une centaine d'entreprises qui avaient signé une tribune dans laquelle elles s'engageaient à faire un bilan carbone complet, à publier les résultats et à réduire leurs émissions évidemment. Et dans cette tribune, on appelait le ministre du numérique de l'époque, donc c'était Cédrico, à intégrer ces engagements dans les critères pour faire partie du Next 40 et du French Tech 120. Donc qui sont des classements. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros, c'est un classement fait par le ministère pour dire c'est un peu vous le gratin des startups et on vous voit bien dans le prochain on vous voit bien être les prochains du CAC 40, quoi.
En gros. Hein. Next 40, donc c'est les gros. Il y a quelques noms là, sur Next 40 peut-être. Je vais dire des bêtises. Okay, mais en gros, toutes les grosses licornes, les grosses startups que vous avez en tête, elles sont très probablement qui pourraient devenir le CAC 40 dans 10 ans. Quoi. Exactement. Okay. Et donc voilà, on avait fait cette tribune en disant ça serait pas mal que ça soit des critères qui soient ajoutés, parce que l'idée, ça serait quand même que le prochain CAC 40 soit un peu moins, ou en tout cas disons un peu plus engagé que l'actuel, ou en tout cas moins en retard. Et au final, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a un semblant de critères comme ça qui avait été ajouté, puisque maintenant les membres du Next 40 avaient pour obligation de faire un bilan carbone dans l'année. Dans l'année de leur nomination. Engagement quand même assez limité, dans la mesure où il n'est pas public donc, et que la plupart sont plus de 500. Enfin, certains en tout cas sont plus de 500, donc devaient déjà faire un bilan quoi qu'il arrive. Donc, un engagement qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas exceptionnel, mais bon, qui a le mérite d'exister, c'était déjà cool. Et effectivement, en début de semaine, il y a eu des petites annonces du ministre Jean-Noël Barrot pour dire qu'ils avaient revu les critères financiers pour faire partie du Next 40. Donc ils ont fait travailler je ne sais quel comité sur le sujet pour avoir des critères qui étaient plus en adéquation sur la croissance, les levées de fonds, la rentabilité ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas un mot qui a été dit pour les critères donc extra-financiers, mais surtout environnementaux. D'accord. Et donc, on ne sait, les critères ne sont pas officiellement annoncés, donc on ne sait pas encore. Peut-être que finalement, il y aura un bilan carbone complet, obligatoire, public, etc. Mais voilà, je levais l'alerte, entre guillemets, parce que j'étais un petit peu inquiet de voir que ça ne faisait même pas partie de la discussion à l'occasion des 10 ans de la French Tech, toute cette séquence de com du ministre et de la French Tech sur le renouveau, sur les 10 ans, etc. Il n'y a pas eu un mot sur l'engagement environnemental et j'avais trouvé ça un peu dommage. Tu penses que c'est quelque chose qui est omis parce qu'on a peur que ça entrave une forme de croissance sur des entreprises où on n'a pas envie de les brider? C'est que tu penses que c'est lié à autre chose, une incompréhension, une méconnaissance? Alors une incompréhension ou méconnaissance, je pense pas. Enfin, franchement, je pense pas qu'ils soient bêtes. Hein. Donc je pense qu'ils savent qu'il y a un réchauffement climatique, ils savent qu'il faut mesurer son empreinte carbone pour la réduire. Ça, je suis assez serein là-dessus. Une entrave à la croissance, je pense pas non plus, parce qu'en réalité, faire un bilan carbone complet quand tu es une licorne ou quand tu es une start-up en forte croissance, ça va pas nuire à ta croissance. On ne demande pas de couper toutes les émissions du jour au lendemain, on leur demande juste de mesurer. Hein. C'est vraiment. Et beaucoup de ces start-up sont ces start-up full numériques. Exactement, du coup il y a des plateformes exceptionnelles pour faire un bilan carbone très rapidement. Donc il n'y a pas d'enjeu souvent de produits où je vais avoir de la matière première en Asie ou un truc comme ça, qui sont quand même des... Et comme bien même il y aurait ça se mesure. Justement ce que disait Bruno tout à l'heure, hein, c'est les startups du numérique, elles savent leur chaîne de valeur, elles la connaissent. Et encore une fois, il n'est pas question de mettre dans les critères le fait qu'on a une empreinte à 0, ce qui de toute façon serait absurde, mais la question c'est pas de dire tu ne dois pas dépasser 100 tonnes pour être dans le Next 40, c'est juste de dire tu dois le mesurer. Et le rendre public. Et donc ça aujourd'hui il n'y a pas, en tout cas sur les critères annoncés. Ça ne fait pas partie des critères. Les critères annoncés et dans le Next 40 sur l'annonce des critères qui seront annoncés, ça n'a pas été évoqué. Ok, donc toi on croise les doigts et on espère que ça sera. Ok, et on croise les doigts tous ensemble effectivement pour que la nouvelle génération d'entreprises by design, on va dire, intègre ces éléments. Et je me permets d'ailleurs de rebondir sur ce que disait Bruno, je crois, c'est que aussi un intérêt d'avoir ces entreprises qui le font très tôt. C'est que justement, c'était Laurent, quand tu le fais et que tu es 200, 300, tu mets en place des process pour faire un bilan carbone et pour agir qui sont beaucoup plus simples à faire que quand tu es 20 000. Et donc tu as un intérêt aussi à le faire quand tu es dans le Next 40 plutôt que quand tu es dans le CAC 40 parce que tu feras des économies sur plus tard. Bon, déjà, tu as du carbone en moins qui sera dans l'atmosphère, c'est toujours bien. Mais tu fais des économies de temps et d'argent sur ton bilan que tu devras faire plus tard de toute façon. Donc autant le faire le plus tôt possible. Et c'était un des messages du Climate Act. Et d'ailleurs, c'est commençons dès qu'on est... le plus tôt possible. Comme ça, on met des process en place et ça sera beaucoup plus simple par la suite. Et puis même le commencer le plus tôt possible, c'est aussi de voir que avant même de faire le bilan carbone, il y aura de la data à mettre en place. Exactement. Et tout. Donc c'est le plus tôt possible. Et la psychologie humaine est ainsi faite que c'est plus facile de se passer de quelque chose qu'on n'a jamais eu que de goûter à quelque chose et de plus l'avoir. Du coup, le séminaire à Marrakech, si on dit que maintenant il est à Perpignan et qu'il faut y aller en train, on peut trouver ça moins sympa, tandis que si dès le début, by design, en fait, l'entreprise ne génère pas d'occasion pour prendre l'avion, en fait, ça va manquer à personne. Et après, il y a un autre débat qui est ce que les gens font dans leur vie privée. Mais au moins, l'entreprise n'est pas un inducteur d'émissions. Et on voit que c'est pas du tout anecdotique sur les scale-up ou des entreprises avec qui on a pu travailler, où ce type d'événement pouvait représenter 10% de l'empreinte.
et que ça pourrait être évité. Donc il y a un vrai enjeu à prendre ça assez tôt. L'exemplarité, on en a parlé, l'exemplarité de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui attendent ça et qui malheureusement sont déçus sur des petits gestes qui peuvent paraître symboliques, mais qui au final induisent derrière qu'effectivement, voilà, mon entreprise est bien engagée dans ce combat. Bruno, alors effectivement, là, on a commencé tout à l'heure un sujet qui me paraît un peu cryptique, je t'avouerai, qui est sur les labels. Moi, de ce que j'en vois, mais peut-être que je me trompe, c'est que un label, ça permet, en tout cas, d'avoir une espèce de liste de critères en fait auxquels on va répondre. Et si on les a bien tous cochés, on a le droit au label et qui nous permet peut-être d'avoir accès à, je sais pas, si c'est une subvention, si c'est l'accès à des marchés. Voilà. C'est ma compréhension comme ça. Je te laisse le micro. Alors, en vulgarisant, j'ai envie de dire c'est à peu près ça. Après, il faut faire une distinction. Il y a les labels. Alors, déjà, label et certification, la frontière est fine. Mais en tout cas, pour parler des labels, on va dire il y a ceux qui sont un peu ce qui est du légal. Donc on va dire tout ce qui est le label bio, par exemple, c'est pas une entreprise privée qui a créé ce label, c'est lié à une directive européenne qui ensuite a été cascadée française. Par exemple, le Triman, le logo recyclé, etc. C'est pas des labels commerciaux, c'est des labels qui sont en place pour qualité, hygiène, sécurité, environnement, etc. Donc déjà, faire la distinction sur deux types de labels, les légaux, enfin ceux qui sont liés au légal, et ceux qui sont liés à qu'on va appeler des marques, par exemple. Par exemple, du coup, on va mettre les pieds dans le plat. On va avoir des labels internationaux, si on parle de RSE en tout cas, comme B Corp, par exemple, qui est un label américain à la base, qui est basé sur 5 piliers. Donc on va y retrouver tout ce qui est autour des employés, de la communauté, de l'environnement, des clients et de la gouvernance. On a l'équivalent sur 4 autres piliers qui va être EcoVadis, avec alors américain aussi, français, voilà. EcoVadis, français, 2 fondateurs français, qui d'ailleurs fait partie du Next 40. Voilà. Et qui eux fonctionnent sur un système de médailles. Donc c'est un peu comme aux Jeux Olympiques, quoi, bronze, argent, or et platinium. Bon, il n'y en a que 1% qui sont platinium. Pour B Corp, c'est un système de points. Donc il y a à peu près 200 questions. On dit qu'il faut à peu près avoir, en tout cas, il faut avoir 80 points pour pouvoir être labellisé B Corp. Donc on n'est pas obligé d'avoir 20 points, par exemple, sur chaque catégorie. En l'occurrence, c'est pas 20, ce serait 15 du coup. Mais on peut, il y a des catégories où on peut être un peu plus faible que d'autres. Tu as des exemples de catégories ? Parce que tu les as cités en macro, mais, mais en concrètement, après, derrière, c'est quoi ? Ça veut dire les types de questions qu'on va retrouver. Alors, je vais revenir sur B Corp, du coup, pour ne pas mélanger EcoVadis, etc. Donc, sur B Corp, comme je disais, 80 points. Par exemple, sur l'environnement, on va demander est-ce que vous mesurez vos émissions carbone ? Donc, en gros, est-ce que vous avez fait un bilan carbone ? C'est possible d'avoir 0 points, de ne pas l'avoir fait, mais d'être quand même labellisé, voilà, B Corp. Parce qu'on peut choper des points en fait sur d'autres catégories. Par exemple, sur la gouvernance. Si c'est une gouvernance partagée, où effectivement il y a, par exemple, je vais dire un exemple parmi un million, une infinité de possibilités, mais un co-CEO avec un processus de décision où on a une représentation démocratique des salariés pour décider sur la stratégie d'entreprise. On va gagner des points qui vont nous permettre d'avancer plus loin dans le score pour avoir 80 points. On va avoir quoi aussi dans l'environnement ? Des choses de base, des questions très bêtes des fois. Est-ce que vous recyclez ? Est-ce que vous triez ? Même si le tri, en fait, c'est une obligation légale. Oui, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, ça commence à être très surtout qu'il y a en plus une nouvelle législation qui vient d'arriver sur tout ce qui est lié au compost, donc les biodéchets. Donc, je me remets sur le... Parce qu'il s'avère que je suis en pleine recertification B Corp. Sur les déchets, alors effectivement, il y a les questions de base. Est-ce que, déjà, tu respectes ta réglementation, mais tu vas avoir des questions un peu plus poussées de est-ce que tu as un suivi avec des objectifs ? Est-ce que tes objectifs de 0 déchet où tu en es dans tes objectifs. Donc voilà, ça permet d'aller un tout petit peu plus loin. Et sur le bilan carbone, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis dans chaque catégorie, mais ils sont en train de changer justement le questionnaire, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a
c'est un peu léger par moment, Okay. justement parce qu'il n'y a pas de prérequis. Et donc, je crois que ça va être en place l'année prochaine. Il va y avoir dans chaque catégorie, enfin a priori, parce que c'est pas encore arrêté, mais a priori, il y aura dans chaque catégorie des prérequis. D'accord. Par exemple, tu ne pourras plus être labellisé, je ne sais pas s'il va être retenu, mais je crois qu'il fait partie quand même de la shortlist. Tu ne pourras plus être labellisé B Corp si tu n'as pas fait un bilan carbone complet. C'est vrai que ça paraît un peu étrange de se dire que tu peux faire l'impasse sur des choses qui sont aussi importantes qu'un bilan carbone et à la fin d'avoir le coup de tampon en disant c'est bon quoi. Alors, effectivement, l'avantage de B Corp, c'est que c'est une communauté. C'est-à-dire que les gens qui sont dedans, en fait, clairement, en fait, c'est toutes les modifications qui viennent d'être présentées, elles ont été discutées avec tous les B-leaders, en vrai, les consultants qui accompagnent les entreprises pour être certifiés B Corp. Et en fait, il y avait plusieurs sujets, dont celui-là. Pourquoi est-ce qu'en fait, on peut quand même être B Corp si on n'a rien sur l'environnement, par exemple, on n'a pas grand-chose. Il y avait d'autres sujets. Pourquoi est-ce que d'autres très grands groupes, très grosses marques peuvent être certifiés B Corp alors qu'en fait, par exemple, ils font des bouteilles en plastique où ils prennent de l'eau à balles. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, tout ça, et effectivement, ça arrive en place l'année prochaine, c'est exact. Mais il y a quand même 3 ans, il y a une roadmap de 3 ans pour pouvoir se conformer. D'accord. Pas qu'on se retrouve avec plein de entreprises B Corp qui ne le sont plus. Parce que la méthodologie et le mindset en fait, derrière B Corp, c'est que c'est un mouvement. C'est-à-dire qu'on est en amélioration continue. Donc ça rejoint profondément aussi tout ce qui est autour de la qualité, du lean management, etc. Vraiment, c'est pas stigmatisant. C'est OK, vous commencez, mais par contre, le but, c'est que d'année en année, vous vous améliorez. Donc, donc je suis une entreprise, je décide de m'engager dans, par exemple, B Corp ou EcoVadis. Ils viennent chez toi, ils te disent, en gros, il va falloir que tu répondes à toutes ces questions-là. Et en fait, tu as combien de temps entre le moment où tu décides de déclencher la labellisation et le potentiel effectivement validation de cette labellisation? Il te donne un certain temps pour le faire. Comment ça se passe? Alors, en fait, alors déjà, combien de temps ça prend, entre guillemets, d'être certifié B Corp? Aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y a énormément de demandes, ça prend quasiment 1 an et demi. D'accord. Donc là, il y a parce que du coup, c'est pas moi. Moi, j'accompagne en fait les entreprises à avoir la structure en place, les documents, puisque c'est une analyse documentaire en fait. Ils vont pas venir dans l'entreprise faire un audit dans les usines ou dans les bureaux. C'est une analyse documentaire. Est-ce que vous avez une charte éthique? Est-ce que vous avez une politique achat? Est-ce que vous avez, c'est quoi votre comité de mission? Comment il marche? Quelle est votre gouvernance? Donc beaucoup du déclaratif. Ils vont auditer ça. Donc moi, je les accompagne pour créer ces choses-là, donc pour les conseiller sur la stratégie, mais aussi pour créer les documents. D'accord. Et ensuite, ça, ils en font un dossier qu'ils soumettent au B-Lab. Donc là, c'est B-Lab France. Coucou à Thomas, qui est un ami de promo, qui est au mouvement Impact France, et en fait qui est aussi au chair de B-Lab France, et qui, eux, en fait, vont récupérer ces données et vont regarder le nombre de points, etc., si tout ça colle, et s'ils peuvent prétendre à la certification de B Corp. EcoVadis, c'est pareil? EcoVadis, c'est du déclaratif aussi. C'est sur 4 piliers. Ouais. Donc, il y aura l'environnement, tout ce qui va être autour de social, éthique et social. Je les ai notés parce que ça, j'en ai pas fait récemment. Et l'autre, c'était... Il y a la gouvernance et le dernier, il m'échappe. Donc c'est un peu le même type de structure d'organisation. Voilà. C'est un nombre de points. C'est à peu près une 30aine de points par catégorie. Et pareil, c'est du déclaratif. Et en fonction des points, on aura une médaille plus ou moins haute. Voilà. Et ça donne accès à quoi? Alors, à part le fait de le mettre en gros sur son site web. Ouais. Alors, plusieurs choses. Marque employeur. Donc, clairement, avec tout ce que ça inclut. Donc, bénéfices aussi bien pour les appels d'offres que pour les clients si c'est du B2C, que pour le recrutement. Ça permet aussi l'engagement en interne dans les entreprises. Clairement, par exemple, sur la plateforme Jobs That Make Sense, on peut voir quelles entreprises... alors, je crois que le filtre est encore actif, mais en tout cas, s'il est encore actif, on peut choisir les entreprises B Corp, par exemple, ou EcoVadis. Et du coup, moi, en tant que... si je cherche un travail, ça me permet de filtrer déjà et d'avoir une sécurité sur l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des différentes catégories des labels, donc sur l'environnement, le social, etc. Et financier, j'ai envie de dire aussi, parce qu'aujourd'hui, effectivement, au niveau des financements, pour avoir des financements alors publics ou privés, on regarde beaucoup, ok, est-ce que on coche les cases sur certaines certifications, sur certaines labellisations. Avant, c'était très ISO, donc plus industriel. Aujourd'hui, ça va surtout sur ces marques-là, parce qu'elles ont c'est une marque hyper forte. B Corp, là, on va pas se mentir, pourquoi ils y vont? Ils vont pas chez EcoVadis ou RSE engagé de l'AFNOR ou Label Lucie.
c'est parce que la force de frappe de Bicorp est extrêmement puissante et qu'elle permet de ratisser très large et de faire partie d'une communauté qui aussi va donner, entre guillemets, un peu de la force et va amener des clients. Ça amène des clients ? Clairement, oui. D'accord. Donc, je suis en entreprise, je passe un an et demi à faire, je suis accompagné par toi, je fais mes papiers, et puis peut-être quand j'en profite aussi, du coup, ça a quand même un impact opérationnel, j'imagine, sur certains trucs. Au bout d'un an et demi, ça passe à travers donc, un comité qui me donne le droit d'utiliser le label. Dans la foulée, toi, tu considères qu'une entreprise, elle va avoir plus de chances d'attirer des clients parce qu'elle monte un peu patte blanche sur le sujet ? Clairement. D'accord. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, une entreprise engagée, elle est plus performante, elle attire plus de capitaux aussi pour se financer. C'est beaucoup plus facile de se financer. Donc ça joue sur le BE, sur le cash flow, sur tout ça. Donc moi, j'en suis persuadé. Et toutes les entreprises, encore une fois, c'est de la prévention. En fait, plus tôt on le fait, moins ça coûte cher. Et du coup, le jour où ça tombe, on est sur le marché, on est déjà prêt en fait à répondre aux besoins du marché. Donc oui, clairement, pour moi, ça apporte de gros aspects. Laurent, tu avais l'air d'être d'accord avec ça ? Ouais, là où ça me parle, parce que nous, on n'a que 3 ans, mais on est déjà Bicorp depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'en fait, on s'est dit, si on ne le fait pas dès le début, ça va être très chronophage et pénible de le faire plus tard. Et en plus, on connaît vaguement le carbone, mais les sujets de gouvernance partagée, des dimensions sociales. En plus, on était trois hommes à avoir monté la boîte, du coup, sur de la tech. Comment finir avec de la parité ? Il va falloir un petit peu être proactif sur le sujet, par exemple. Donc en fait, ça force, ça permet d'avoir très rapidement une grille adaptée selon son secteur et sa taille, sur toutes les dimensions, comme ça on n'a pas trop d'angle mort. Et c'est comme ça, on suit le process et ça nous force à être structuré. Et vu qu'il y a une process de recertification tous les 3 ans, ça permet de pas non plus trop diverger. Une espèce d'hygiène, en fait, finalement, on nous oblige à rester droit sur ce qu'on fait, quoi. Ouais, exactement. Et après, ça permet de donner un exemple concret qui prouve ce qu'on dit sur nos valeurs, notre mission. On a quand même fait cet effort-là. Et on a déjà dans des appels d'offres, même pour des bilans carbone, c'est pas des appels d'offres pour des très grands groupes à des dizaines de millions d'euros. On a déjà des Excel où on nous demande ok, qu'est-ce que vous faites sur votre politique RSE, et on demande déjà des preuves, même pour des boîtes, nous on est une trentaine, même à notre taille, on nous demande déjà de montrer patte blanche sur des sujets RSE, ce qui est très bien. Je voulais rajouter quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, qui pour moi est clé dans la prévention, c'est by design. Effectivement, moi, si j'ai un petit message à passer, c'est toutes les entreprises aujourd'hui qui créent quelque chose. Si dès le départ, et c'est souvent, moi, j'ai commencé Bicorp comme ça avec des startups en Allemagne, parce que j'habite en Allemagne du coup. Et en fait, j'ai fait du Bicorp, mais on s'est dit, ok, c'est quoi le référentiel Bicorp et comment on le prend et on fait ce qui est faisable pour créer la startup. Et du coup, en fait, c'est by design, elle est certifiable, mais en claquement de doigts. Alors que quand on est sur une PME, on le fait pas. Il n'y a pas les données, tout ça. Et là, c'est painful. Je rajouterais juste que, pour être très clair, c'est pas 1 an et demi de travail pour Bicorp. D'accord. Il y a 1 an et demi entre le moment où tu dis bonjour, voilà mon dossier, et le moment où ils l'ont étudié, ils disent bonjour, voilà le label. Ils ont des gros délais en ce moment. D'accord, ok. Mais faire ton dossier, ça prend du temps, mais ça ne demande pas des mois et des mois. Okay. Surtout si tu es très petit ou c'est au début. C'est l'affaire de quelques jours, bien accompagné. C'est quelques jours, quelques semaines de travail. Après, tu as 1 an d'attente, et après, tu as quelques semaines, quelques mois de travail d'aller-retour avec l'auditeur qui te dit là, je comprends pas bien ça, là, il y a ci, là, il y a ça, et voilà. C'est un gros projet, mais c'est pas 1 an et demi de travail, quoi. Okay. Donc, on a parlé de Bicorp, d'EcoVadis, qui sont donc les 2 labels les plus connus, j'imagine. Il y en a d'autres. Il y en a par vertical, non ? Oui, alors je parlais un peu de pub pour l'AFNOR, parce que c'est quand même un des piliers français, en tout cas sur tout ce qui est normatif, donc RSE engagé. Ensuite, après, c'est pas des labels, mais du coup, là, c'est plus des référentiels sur lesquels on peut être certifié, ISO 14001. D'accord. Alors, ISO 14001, j'ai vu passer ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Système de management de l'environnement. Okay. C'est ce qu'est l'ISO 9001, système de management de la qualité à l'environnement, en fait. On va retrouver plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire, en gros, on map, on mesure, et ensuite on met ce qu'on appelle le PDCA, Plan Do Check Act, donc un plan d'amélioration continue. On va avoir aussi ensuite l'ISO 26000, mais qui n'est pas certifiable. Alors, c'est du Lean, quoi, en fait. C'est du Lean appliqué au... Honnêtement, oui. On compare les 2 normes, les frontières sont fines. Okay. D'ailleurs, le vocabulaire est quasiment pareil, sauf que dans l'ISO 14001, on va retrouver tout le début qui va être les définitions. C'est quoi les gaz à effet de serre ? C'est quoi un puits de carbone ? C'est quoi ce qu'on va retrouver dans l'ISO 14040 pour les ACV ou la 14064 pour les
pour les calculs de. Donc ça suit là. Oui, c'est très normatif. Donc, voilà, en tout cas, pour tout ce qui est bilan carbone, en tout cas, et enfin toutes les annexes de la famille 14000, quoi, on l'appelle. Et on va avoir aussi le label Lucie, qui est français aussi, qui est un peu moins connu, mais qui est aussi basé sur, on va dire, l'ISO 26000. On va avoir le Cradle to Cradle, qui est très français, qui a été créé, très allemand, pardon, qui a été créé par Michael Bongard, qui a écrit le bouquin d'ailleurs qui s'appelle Cradle to Cradle, qui est autour de l'économie circulaire. Ça veut dire quoi, Cradle to Cradle? Alors c'est dur de le... Comment on peut dire le cradle, c'est en fait quand le bateau arrive au port, il y a une grue. D'accord. Et en fait c'est de grue à grue, en fait c'est de... D'accord. Je sais pas si j'ai bien expliqué, c'est ça? De terminal à terminal. Ouais, c'est ça, terminal à terminal, ouais. Okay. Tout le monde est d'accord avec la traduction? Non, on te laisse tu es tout seul, Bruno. C'est très sur la traduction, mais c'est très allemand puisque le fondateur est allemand. Et en fait, c'est surtout sur la circularité, mais qui a du mal à s'implanter en France parce que c'est allemand. Ah, tu penses que c'est ça? Il y a un gap culturel? Non, en fait, c'est toi, que... Tu as vécu en Allemagne, tu as vu qu'il y avait sur l'économie circulaire, ils étaient bien impliqués? Ah, ils sont chauds, ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai vécu 9 ans. Ah, ok. Même là-bas, il y a la consigne. Donc, il y a 30-40 ans, il y avait la consigne. On l'a juste tué, c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais même le recyclage, il y a la discipline allemande, on va pas se mentir, ça aide à avoir, en tout cas sur tout ce qui est environnement, etc., des choses qui marchent. Par exemple, on en parlait un petit peu off tout à l'heure, mais moi je suis devenu vraiment végétarien, vegan depuis, ça fait 7 ans maintenant, mais c'est parce que c'est grâce à l'Allemagne, parce que c'est obligatoire d'avoir sur le menu une entrée, un plat et un dessert vegan et végétarien. Ouais. Donc il n'y a pas un endroit où et dans le supermarché c'est pareil. Donc c'est hyper simple de transitionner parce qu'on a le choix en fait et que c'est abordable et que c'est pas forcément. On va en parler après sur la viande. Pour revenir donc sur le ISO 14000, toutes ces certifications là, c'est pas des labels? Non. Non. Ça peut. Comme je disais, la frontière est fine entre certification et label. Il y a des labels qui sont certifiables et certains... Et donc ça te permet de justifier de la qualité, finalement, de la façon dont tu manages tous les sujets liés à... Oui, mais de manière très simple, ça atteste d'une conformité à un référentiel, point. Ok. Et il n'y a pas d'obligation légale par rapport aux certifications? Comme je disais, à part les labels, en tout cas, qui découlent d'une loi... et si elle est applicable pour ton entreprise, sinon aujourd'hui non. Bicorp c'est purement volontaire. Enfin tous les labels, les marques en fait. Tu penses que ça peut le devenir obligatoire? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas le métier. Tous ceux qui veulent créer un label, j'ai essayé d'en créer un qui était sponsorisé par l'Union européenne pour justement baser sur l'ACV pour mesurer l'empreinte carbone de ta nourriture ou de tes boissons. Et en fait c'est un très gros lobby. Et il y a tellement de lois, etc., que soit ce sera légal et ça arrivera par des aspects légaux, soit c'est des marques comme Bicorp, etc., qui vont en faire un business. On va pas se mentir, c'est un business. Hein. Oui. Qui est censé quand même avoir un impact positif. Bien sûr, je dis pas le contraire, mais à la base, c'est quand même... il y a un échange... c'est fort profit, quoi. Hein. Donc... voilà. Oui. Mais en fait, je pense que c'est pas ça de faire du profit sur la transition écologique. Je pense que c'est même un des enjeux en fait, parce que s'il n'y a pas d'argent en fait dans cette nouvelle industrie, on va avoir du mal à faire bouger les choses. Complètement. Moi, c'est juste pour déconstruire le fait que c'est pas parce que qu'on fait de l'environnement qu'il faut pas gagner de sous. Et il faut aussi le dire que oui, il y a ces labels là qui sont là pour s'étendre, mais qui sont, et pour amener un impact surtout, hein, pour pouvoir avoir ces critères de conformité qui s'étendent au plus grand nombre et que ça s'adresse au business et que ça coûte de l'argent. Super, hyper intéressant en tout cas. Je pense qu'on peut en parler des heures de tout ça parce que ça m'a l'air assez... Non, mais on va pas le faire. On va passer à Laurent qui voulait nous partager une bonne nouvelle sur donc les projets de réindustrialisation en France en tout cas, et aussi sur des sujets clés comme les batteries, avec le projet Verkor. Tout à fait, vous avez peut-être vu passer la nouvelle, mais donc il y a une nouvelle, ce qu'on appelle Gigafactory, donc en gros c'est une grande usine qui fabrique des batteries qui va être construite dans le nord de la France et qui s'appelle Verkor.
Juste pour avoir un peu les ordres de grandeur, le projet c'est 2 milliards d'euros pour la construction, sachant que il pourrait y avoir d'autres tranches pour qu'elles soient encore plus grandes. Et en Europe, j'ai plus le compte exact, mais il y a une quarantaine d'usines de ce type en construction. Donc ce que ça veut, pourquoi c'est intéressant, déjà c'est pour rappeler que si on veut vraiment faire la transition dans le bon ordre de grandeur, en fait ça va coûter un paquet de milliers de milliards d'euros à l'échelle de l'humanité pendant 30 ans. Donc il va falloir des vrais sous, donc des vrais gens et des vraies usines. Et ça, c'est avec des technologies qu'il ne faut pas inventer, il faut juste déployer le plus vite possible des technos qui existent déjà. C'est ce que nous rappelle le GIEC. Il y a globalement l'essentiel des choses qui sont là pour réduire les émissions et rester sous 2 degrés. Par contre, en termes de timing, là, c'est quand même sacrément chaud. L'autre point, j'en profite, c'est en fait, la voiture électrique, étonnamment, alors que c'est une des technos qui permet de réduire de 2 à 3 les émissions par kilomètre sur toute la durée de vie de la voiture, même en prenant en compte la fabrication de la batterie, etc. Il y a encore des débats sur, parce qu'il y a sûrement un impact de lobbying, on va dire, sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Oui, mais les batteries, elles sont fabriquées ailleurs. Oui, mais la voiture, oui, mais les métaux, etc. Effectivement, il y a plein de sujets. Mais globalement, ça reste une techno qui va être nécessaire pour la transition. Et c'est pas contradictoire avec le fait de dire qu'on va pas avoir 1,5 milliard de véhicules de 2 tonnes avec que des batteries, il va falloir plus de transports en commun, plus de vélos électriques. Enfin, c'est all of the above, il faut tout faire en même temps. Il faut le mix de la mobilité, il comprend ça, mais il n'y a pas que ça, quoi. Exactement. C'est que quand le président dit qu'il aime la voiture, il aurait fallu qu'il dise qu'il aime aussi le vélo, la marche à pied, le train, et pour dire que... C'est le sujet, disons qu'on peut aimer la voiture, mais je suis pas convaincu, là je parle à titre personnel, que ce soit le type de message à faire passer en tant que politique parce que ça crée plus de confusion là-dessus. Les messages à faire passer, c'est plutôt un discours churchillien sur va falloir tous s'y mettre et il y a sacrément de boulot. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même une vision assez claire sur quasiment tous les secteurs, sur comment on y arrive, secteur par secteur, et on voit que, à minima sur le secteur de la mobilité des voitures, il y avait des réglementations depuis longtemps au niveau européen sur les émissions qui donnaient de la visibilité aux industriels, et on a fini par arriver à un point où, à part mettre des centaines de milliards d'euros sur la table pour électrifier, en fait, il n'y a pas d'autre solution, et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pas évident, c'est des gros secteurs à faire bouger, mais au moins ça bouge, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'on a quand même une grande histoire avec la voiture en Europe. On sait construire de la voiture, et en quantité, donc c'est vrai que ce qui nous manque, c'est quand même un asset central, c'est la batterie. Oui. C'est le seul qui nous manquait, parce que tout le reste, on sait faire. On a quand même une longue histoire de l'automobile. Et aujourd'hui, je sais pas, on a une idée un peu du pourcentage de batteries électriques au monde qui est créé en Asie. Ça doit être. J'ai plus en tête le chiffre, l'ordre de grandeur, ça doit peut-être être 80%, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et il y avait une étude, un petit papier de Natixis qui était sorti où il se posait la question, si on perd toute la partie de la chaîne de valeur sur la fabrication des batteries et que ça part en Asie, en gros, c'est l'ordre de grandeur, c'était l'équivalent d'une crise économique qui fait baisser d'1% le PIB européen. Si on prend toute la valeur, en gros le tiers de la valeur ajoutée du secteur automobile européen, ça commence à faire un choc macroéconomique si on perd ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, faut être un peu sérieux. Il faut collaborer sur plein de sujets. Néanmoins, on a quand même, chaque continent a des enjeux avec son tissu économique, ses employés. Les Américains font la même chose, à subventionner les véhicules dès lors que la batterie était fabriquée sur le territoire américain. C'est du protectionnisme bien assez malin. Ouais. En fait, au niveau européen, on a aussi à mettre en place des règles, et c'est OK d'avoir des clusters européens avec de la production sur chaque continent. C'est pas pour autant qu'on va pas collaborer sur d'autres technologies ou sur d'autres sujets, mais il faut pas non plus être trop naïf sur ces sujets. Moi, j'accueille de manière assez positive ce genre de nouvelles. Ça pose quand même différentes questions. Il y a la question du recyclage de la batterie. On a parlé tout à l'heure d'économie circulaire, donc créer des batteries en masse pour devenir pas autonome, mais en tout cas d'être plus souverain sur la voiture électrique, je trouve ça bien. Mais du coup, on voit que ça pose plein de problèmes d'autocombustion de batteries, donc ça a aussi des problèmes publics, ça c'est encore un sujet. Mais pour moi, c'est vraiment la partie fin de vie de la batterie. Ça veut dire qu'en face de toutes ces usines, de ces gigafactories, il va falloir créer aussi des recycleurs de batteries. Ouais, et là-dessus, de mémoire, il y a une petite étude de Carbon 4 qui en parle. Aujourd'hui, on peut déjà, avec les technos actuels, recycler 50% des batteries, et on a des technos qui pourraient être déployables pour passer à 80 à 100%. Par contre, aujourd'hui, il n'y en a que 5% qui sont recyclés. Le vrai sujet, c'est
c'est quoi les réglementations, les obligations, et si on ne met pas en place des obligations là-dessus, en fait la filière ne peut pas se créer. Donc il y a un vrai sujet d'anticipation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 5 à 10 ans devant nous pour mettre ça en place. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas avoir deux chances, parce qu'en termes de timing, on a juste 30 ans pour faire la transition. Du coup, on ne va pas pouvoir se dire une fois on va dans les batteries, en fait, non, c'était pas la bonne idée les batteries. Il faut quand même un petit peu coordonner ça, mais globalement, ça devrait être gérable. Mais on ne va pas remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. Ça, non. C'est ça Et ça, c'est le non-dit compliqué à accepter pour le coup. Ouais, je comprends. Bruno, tu voulais réagir ? C'était juste pour ajouter, il y a 2-3 semaines, là, j'ai intervenu à l'ESCA et il y avait le fondateur, un des cofondateurs de Voltaire qui fait justement du recyclage de batteries, François, et qui vient de faire une série A, là, je ne sais plus combien de millions. Et du coup, je parlais avec moi, je ne connaissais pas du tout le recyclage de la batterie. Et en fait, il me disait que c'était un marché qui était en train d'exploser, parce qu'il y avait beaucoup de financement. Donc je pense que, comme tu disais, effectivement, il y a un challenge, mais je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des financeurs qui là venaient de mettre des gros billets. Il nous disait, il était chez BPI, il y a BlackRock qui est venu, ils ont dit on a 50 milliards à investir, 50 milliards, mais que de l'impact. Bon, on peut rigoler quand on dit c'est BlackRock qui vient dire on va investir dans l'impact, néanmoins, la somme est quand même assez considérable. Oui, il y a impact et impact, quoi. Voilà, mais en gros, ce que tu dis, c'est que potentiellement, c'est des gens qui peuvent investir beaucoup d'argent sur le recyclage des batteries et donc peut-être de commencer à faire du circulaire sur le sujet de la batterie, qui est un sujet qui va venir, qui est là présent dès après, qui est déjà clé, quoi. Et moi, la deuxième question que j'ai, c'est les matériaux rares, parce que du coup, c'est souvent un truc qu'on voit dans les médias. Et j'ai du mal un peu à lire ce truc-là. J'ai l'impression que, en vrai, il y a quand même beaucoup de matériaux rares utilisés pour fabriquer des batteries électriques qui sont finalement en Asie, on n'est pas très bien servi en Europe d'un point de vue au niveau des sols, etc. Est-ce que c'est pas bloquant de construire, de rapatrier la construction des batteries, mais de ne pas avoir accès finalement aux matériaux de base pour les fabriquer ? Alors j'essaye de me renseigner sur le sujet, mais c'est le genre de sujet où plus on creuse, moins on est sûr de ce qu'on dit. Ce que j'ai compris, c'est déjà faut distinguer le sujet de disponibilité dans l'absolu, puis disponibilité à un coût économique acceptable, et le sujet des impacts environnementaux. On peut avoir plein de lithium, mais si c'est pour flinguer le salaire du uni, peut-être se poser la question si c'est une bonne idée. Après, faut se mettre dans un scénario où il n'y a pas de bonnes nouvelles, de nouvelles techno, de nouvelles chimies de batterie. Donc en gros, on n'a pas un pari pascalien en mode on va y arriver avec des produits faciles à trouver, il faut rester sur les technos actuels. De mémoire sur les batteries, il y a pas mal c'est surtout le sujet du cobalt et sur conditions d'extraction en RDC où il y a un gros sujet. Donc ça, c'est plus un sujet de droit humain que environnemental, même si toute mine a un impact environnemental. Mais dans l'absolu, et ça revient sur le sujet d'avant, dès lors qu'on se pose la question de la taille des batteries et de la mobilité, on réduit à due proportion l'impact environnemental qu'on va avoir, parce que juste on va en produire moins. Mais on va clairement avoir, on va avoir des sujets de disponibilité et des arbitrages à faire entre plusieurs impacts environnementaux. Ça, c'est inévitable sur un peu tous les sujets. Il y a d'autres enjeux où il y a vraiment des matières très rares, sur les aimants permanents, sur les grosses éoliennes, etc., où là, c'est encore plus tendu. Sur les batteries, je crois que c'est plus un sujet de quel impact on est prêt à tolérer sur la nature pour extraire autant de matière, parce qu'a priori, elles existent dans des quantités quand même assez confortables. Par contre, pas isomodèle avec 1,2 milliard de véhicules de 2 tonnes, quoi. Oui, c'est ça. Et parce que moi, j'étais tombé sur un documentaire où en fait, ils expliquaient que finalement, pour certaines matières premières, pour avoir 1 gramme, en fait, il faut extraire pas des millions, mais des centaines de mètres cubes finalement de terre. Et en fait, c'est quelque chose, on a du mal à avoir la conscience de ça. C'est qu'en fait, il faut retourner une quantité de sol incroyable pour avoir juste finalement quelques grammes de matériaux. Ouais, d'où l'importance d'avoir des filières de recyclage ultra efficaces, parce qu'une fois qu'on les a concentrées, ça peut consommer beaucoup d'énergie et également des produits chimiques, de reséparer, pouvoir recycler, réutiliser les métaux. Mais ça serait quand même mieux que de repartir dans la nature et extraire 1000 mètres cubes pour récupérer 2 grammes. Voilà, donc Verkor, une entreprise de Gigafactory de batteries dans le Nord, qui nous permet en tout cas d'essayer de gagner en souveraineté sur un sujet clé pour la mobilité de demain. On va enchaîner du coup avec Antoine, on en parlait tout à l'heure avec Bruno, sur le sujet de la viande,
qui est un sujet un peu clivant. C'est vrai que quand on en parle autour de nous, en tant que citoyens, y a des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas du tout. On va commencer par un petit sondage, peut-être autour de la table. Vous en êtes où à votre rapport à la viande? Bruno, il a déjà dit que ça faisait déjà combien de temps que Ça va faire 7 ans. Là. 7 ans que tu as arrêté. Donc, viande blanche, viande rouge, tout. Type de viande. Laurent, toi? Moi, viande rouge, quasiment plus. Ouais. Viande blanche, à l'occasion. Ouais. En gros, j'essaie de me dire, s'il y a quelque chose, un peu ce que tu disais, Bruno, s'il y a quelque chose de végétarien, j'essaie de partir là-dessus. Après, il y a des exceptions. Moi, ça fait un trimestre que j'ai essayé de tout couper. Après, c'est aussi des habitudes à la maison. Quand on a des enfants, comment on fait? Ça pose pas mal de questions. Et donc, toi, Antoine? Moi, c'est un peu comme Laurent. Je mange quasiment plus de viande. Quand il y a des options végé qui tiennent la route, je les prends. À la maison, il n'y a pas de viande. Sauf pour mon fils de 1 an. Lui, on lui laisse manger de la viande. Non, mais quand ils sont en croissance, effectivement. Mais non, ouais, je pense qu'en lycée, sur toute l'année, je dois manger une fois de la viande par semaine, quoi, un repas par semaine. C'est plus dur pour les repas de fête chez les parents, tout ça, quoi. C'est là que c'est le plus. Je mets pas les pieds dans le plat, parce que déjà ça serait sale. Et ensuite, parce que je préfère passer la fête, que j'ai pas envie de. Je comprends. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit cette étude là sur la consommation de viande? Il y a une étude qui est sortie dans Nature, si je dis pas de bêtises, Nature, en début de semaine, qui montre que en fait, si on diminue au niveau mondial notre consommation de viande par 2, en gros, on arrête la déforestation. Et on réduit d'un tiers les émissions liées à l'agriculture, au changement d'usage des sols. Donc en fait, c'est monstrueux parce qu'on se rend compte que c'est un changement. C'est-à-dire qu'on ne demande même plus aux gens d'être végétariens. Déjà, le simple fait de diviser par 2, donc ça veut dire tu manges de la viande, tu manges ton poulet dans ton sandwich le midi, mais le soir, tu manges pas de viande, quoi. Pour être très précis, d'ailleurs, c'est viande et produits animaliers. Enfin, c'est viande et lait, quoi, les produits, produits laitiers. Donc lait, fromage, œufs, poisson. Ouais. Ce sont toutes les protéines regardez animales. Le détail de la. C'est pas il parle pas de véganisme, enfin de vraiment végétalien. Il parle vraiment de réduire la viande et je crois qu'ils incluent les produits laitiers dedans. D'accord. Et donc juste diviser par 2 ça, en fait, ça a un impact monstrueux. Et c'est quand même un truc qui ne coûte pas cher, voire fait faire des économies, est quand même très simple à mettre en place et plutôt bon pour la santé. Et donc je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle, un chiffre intéressant parce que, encore une fois, on ne dit pas aux gens devenez full végétarien et puis soyez très culpabilisés si vous faites un burger à midi, juste essayez de diviser par 2, quoi. C'est un truc qui se fait quand même relativement facilement pour la plupart des gens. Et puis pour les entreprises, c'est un truc qui est assez facile à mettre en place aussi, alors, sauf si tu t'appelles Sodexo ou McDo, plus compliqué. Mais pour une entreprise, on va dire, normale. Il y a une chaîne concurrente qui fait maintenant des burgers vegan. Tout à fait. C'est faisable, c'est tout à fait faisable. Mais moi, je parlais plutôt d'une entreprise, on va dire, dont le métier n'est pas la restauration. Si tu proposes de la restauration collective à tes employés, tu peux assez facilement proposer plus d'options végétariennes et du coup moins d'options carnées. Tu peux, quand tu organises des séminaires, retirer la viande. C'est pas ça qui va diviser la consommation de viande par 2 de tes employés, mais ça montre que tu peux avoir des options végé qui tiennent la route. Je trouve que l'exemple que donnait Bruno est hyper intéressant, quoi. Si on arrive à imposer au restaurant d'avoir de manière obligatoire une option végé à chaque fois, et une option végé qui tienne la route, c'est un grand pas, quoi. Ça a un impact énorme. Je trouve ça hyper intéressant, effectivement, ce qu'ils ont mis en place. Alors après, en France, on est quand même un des grands pays de la nourriture et puis du plat, etc. Et la viande a quand même, c'est un totem. Et donc c'est vrai que très vite, moi quand je me lance dans ce genre de discussion avec des gens, ça peut être très clivant, très, très crispant. Il y a le côté plaisir de manger de la viande. Il y a la fameuse rhétorique sur la liberté. Je suis libre de faire ce que je veux et de manger ce que je veux. C'est ça que je trouve intéressant dans cette étude, c'est que elle dit pas aux gens arrêtez de manger de la viande. Encore une fois, tu veux te faire ton bœuf bourguignon le soir, mange-le. Enfin, vas-y, essaye de pas le faire trop souvent, mais mange-le. Le midi, mange pas de viande. Tu vois. C'est assez facile. Un sandwich tomate mozza, c'est quand même pas. Bon, il y a de la mozza, mais il y a du produit laitier, mais c'est relativement simple à trouver, quoi. Donc ça répond déjà à la question. Oui, mais en France, on mange, une tradition de viandard, etc. Il ne s'agit pas de dire passer à 0 viande demain, quoi. C'est juste diviser par 2 assez rapidement. Et sur la question de la liberté, je trouve que c'est vraiment un faux choix en fait, qui nous est proposé à chaque fois, qui est de dire
tu as le choix entre la liberté aujourd'hui ou la contrainte, et les deux se valent, quoi. Mais en réalité, ce qu'on voit de plus en plus depuis quelques mois, c'est que de toute façon, on va devoir manger moins de viande parce qu'elle va devenir de plus en plus chère. Oui. L'été dernier, il y a une partie des agriculteurs qui ont dû tuer leur cheptel parce qu'ils n'avaient plus de quoi les nourrir à cause de la sécheresse. Et donc ça, c'est des situations qui vont se reproduire de plus en plus souvent. Et donc, quoi qu'il arrive, nos enfants ne pourront pas manger de la viande comme on en mange aujourd'hui. Soit parce qu'elle sera très chère, soit parce qu'il y en aura moins, juste. Donc, en fait, la liberté, c'est plus une option, quoi. C'est plus. Alors, c'est dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais on a l'option de je vais continuer à manger de la viande toute ma vie, comme l'image qu'on en a aujourd'hui. Elle n'existe plus, quoi. Ça n'est plus. Elle n'est plus là. Mais c'est compliqué parce qu'on s'attaque à quelque chose, à un acquis, on va dire, sociétal, qui est en plus la viande est rattachée à cette notion de force, d'être en forme, tout ça. Il y a toute une société à changer. Et oui, voilà. Et donc tout cet imaginaire. Exactement, cet imaginaire-là, il est compliqué à faire bouger. Mais encore une fois, tu peux manger ton bœuf bourguignon le soir et juste un repas sur deux, tu manges pas de viande. Tu seras quand même un homme très fort. Enfin, je dis pas ça pour toi. Mais... J'ai shifté parce que, effectivement, quand je suis tombé un peu sur des chiffres, c'est quand même assez vertigineux entre la quantité d'eau, la quantité de pétrole qu'il faut pour faire 1 kilo de bœuf, on va parler de la viande rouge, mais pas que. En fait, la quantité de surface agricole utilisée à l'échelle mondiale pour nourrir des animaux qu'on va manger derrière, c'est pareil. C'est 1 champ sur 2, je crois, au niveau mondial, qui sert à nourrir des animaux. J'ai vu 75%, genre l'équivalent de Amérique du Nord et Brésil en termes de surface, qui est utilisé pour faire un peu de la monoculture avec du soja, des pains de soja, du maïs, et ce genre de choses, et qui du coup ne sert pas à la biodiversité, sert assez peu, en puits de carbone. Et en fait, mis bout à bout, on se dit, mais en fait, finalement, faire sa part en tant que citoyen aujourd'hui, moi en tout cas, je considère que c'est beaucoup l'alimentation. Et que si on réduit la viande, moi j'ai décidé d'être un peu extrême en disant j'arrête tout, mais il y a aussi une envie d'exemplarité. Mais je considère que finalement je fais ma part, où je me dis que derrière, si on est 10%, non 50%, non c'est quoi il y a l'effet de bascule. Globalement, on diminue de 50% notre consommation de viande. C'est ça. Et je me dis que là, en tant que citoyen, il y a un message qui est très clair avec une action qui est très claire, qui est peut-être pas facile à mettre en place parce qu'on a des habitudes, mais qui en tout cas a un impact concret. Mais en fait, moi ce que je trouve très intéressant sur la question de la viande, c'est que si on regarde en gros les principaux postes d'émission d'un individu, il y a le déplacement, donc grosso modo la voiture, sauf si tu prends l'avion, mais bon, à partir du français moyen qui ne le prend pas trop. Il y a le logement, et donc en particulier le chauffage et l'eau chaude. Il y a l'alimentation et il y a la consommation. La consommation, donc tous les produits que tu achètes. Et en fait, je trouve que la voiture, c'est quand même pas facile à réduire pour beaucoup de gens. Parce que tu es dans un milieu où tu n'as pas de... Si tu es loin des infrastructures. Exactement, dans un milieu rural ou dans un endroit, t'habites, enfin bref, tu dois prendre des transports en commun mais qu'il n'y a pas, ou il n'y a pas de piste cyclable. C'est un truc qui n'est pas hyper simple à mettre en place. Le logement, ça coûte cher en fait d'isoler sa maison ou d'acheter une pompe à chaleur ou des trucs comme ça. C'est faisable, il faut le faire, mais c'est pas, voilà, ça demande un engagement qui est quand même certain. La consommation, bon... Ça se réduit, mais voilà. La viande, en fait, c'est vraiment un truc qui est simple à faire, quoi. Ça demande juste d'arrêter d'acheter de la viande, enfin de réduire son achat de viande, quoi. Il y avait une stat et d'acheter des pois chiches à la place, quoi, ou ce que tu veux. Qui était passée, qui disait qu'en fait, en France, à l'échelle du foyer, en fait, la consommation de viande avait diminué, mais qu'en fait, à l'extérieur, elle avait augmenté. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, en fait, on commande plus de... En fait, tous les Français, quand tu demandes aux Français, tout le monde va te dire je mange moins de viande, parce qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a plein de trucs où en fait, il y a du poulet souvent. Ouais. Mais effectivement, en réalité, on en mange tous... Enfin, il y a deux choses. C'est que, tout le monde pense manger moins de viande qu'avant, mais en réalité, c'est pas exactement le cas. Parce que tous ces trucs sont assez déclaratifs. Et deux, quand tu regardes effectivement au niveau de la France, même s'il y a beaucoup de gens qui en mangent moins, comme en fait on est de plus en plus nombreux, en fait on en mange en tant que pays, quoi, on en mange de plus en plus. Ouais, c'est ça. Bon, un vrai sujet et en tout cas un engagement pour tous ceux qui veulent participer. Et une solution simple pour lutter contre le réchauffement climatique. Exactement, voilà, qui veut participer à cette lutte-là, de réduire drastiquement en tout cas la viande, qu'elle soit rouge, blanche. Surtout rouge. Ouais, surtout rouge. Et en tout cas, je trouvais ça intéressant, Bruno, tu disais tout à l'heure qu'en Allemagne, ils avaient réussi à légiférer et à obliger, en tout cas, sur les menus des restaurants, et à voir si en France, honnêtement, je suis jamais allé vérifier, c'est mes amis allemands qui m'ont dit ça, mais ils m'ont dit, parce que qui sont eux aussi, ils m'ont dit c'est obligatoire dans tous les restaurants. À Hambourg. En vrai, moi, quand je vais dans un restaurant, je fais exprès de prendre le plat sans viande pour donner de l'argent au restaurateur, pour pas que, en fait, au bout d'un 3 mois, ils se disent personne n'achète ce truc-là. Et donc, en tout cas, moi, c'est l'engagement que je fais.
Bruno, on va continuer. Il y a un truc que j'ai remarqué en regardant ton CV, c'est que tu avais passé pas mal de temps à travailler pour l'aviation. Et du coup, donc, l'aviation, on est là-dedans. Donc voilà, je voulais un peu t'écouter un peu sur ce sujet-là, un peu qu'est-ce que tu y as fait, et puis le shift, comment ça s'est passé, et puis comment tu vois un peu aujourd'hui cette industrie avec le regard que tu as aujourd'hui d'expert sur la partie carbone, labellisation, etc. Alors, l'aviation, gros sujet. J'y ai bossé 9 ans pour un des deux constructeurs français. Donc, il y a deux constructeurs et je travaille pour le français. Voilà. Guess what? Voilà. Je vous laisse deviner qui c'était. Non, très, très belle entreprise. Bien sûr, des gens très, très talentueux, etc. Qu'est-ce que j'y faisais? Je travaillais sur des sujets, on va dire, plutôt techniques. Donc, le cockpit en composite, c'est tout ce qu'on appelle les tubes and pipes, en fait, c'est les circuits hydrauliques ou les arrivées d'air, etc., dans tous les avions, sur du militaire aussi. Voilà, donc je m'occupais en fait je faisais du Lean Six Sigma, donc de la statistique industrielle en gros pour de la qualité. Et au fur et à mesure, je suis arrivé à l'innovation, où j'ai fait de l'intrapreneuriat. Ils ont vu que j'avais créé des boîtes à côté d'Airbus depuis ma première fois, je l'ai eu à 19 ans. Donc ils ont vu, c'est un peu à la mode l'intrapreneuriat, et regardez, il y a ce gars-là, il fait des trucs. Donc je me suis retrouvé à l'innovation. Et du coup, à l'innovation, j'ai essayé. Là, j'avais vraiment eu le réveil un peu écologique. D'accord. Pour un réveil écologique. Donc j'ai eu le réveil et je me suis dit, j'ai envie de d'essaimer ça dans toutes les innovations. Donc j'ai commencé à mettre ça dans les programmes d'innovation. Aussi bien au sein de l'incubateur où on incubait des startups que dans mes innovations à moi. Et à côté de ça, j'ai créé une communauté qui existe toujours d'ailleurs, que j'ai passé le flambeau il y a 3 ans maintenant presque, Airbus Greeners, qui en fait était là pour parler de la sobriété et de toutes les questions dérangeantes entre guillemets autour de l'aviation. On retrouvait des gens purement volontaires et des gens aussi bien de la RSE officiellement que n'importe quel employé. Et en gros, du coup, je connais quand même plutôt bien le secteur. J'ai encore pas mal d'amis qui sont dans ce secteur-là. Ouais. En gros, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense comme la science. Aujourd'hui, c'est à peu près 3,5% des émissions mondiales, hors effet non CO2. Donc, tout ce qui va être autour des contrails, des traînées de condensation. Des traînées de condensation. On pense à peu près quasiment équivalent, voire... 5,9% à peu près, ça dépend des études en fait. Ah oui, les traînées dans le ciel là. Voilà. Ah oui, ça a aussi un impact. Traînées de condensation. Donc il y a ça, j'en pense que aujourd'hui c'est un secteur qui est nécessaire, on a besoin de se déplacer, c'est vrai, et que c'est une belle innovation. Par contre, je pense que la manière dont elle est utilisée, elle n'est pas du tout dans la sobriété et dans l'utilité, mais plus dans l'éphémère, oui. La consommation. Je pense qu'on consomme de l'avion et pas qu'on l'utilise. Et c'est là où moi j'aimerais voir un peu plus de sobriété et un peu plus de réflexion, notamment vis-à-vis des accords de Paris, pour contribuer aux efforts mondiaux, en fait, à la neutralité mondiale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a quasiment 1% de la population qui prend l'avion, qui génère 50% des émissions du secteur. Donc il y a aussi derrière l'aviation, en fait, il y a un vrai sujet social. C'est qui est-ce qu'en gros qui peut se payer l'avion ? En vrai, c'est les Occidentaux. Enfin, c'est c'est les pays du Nord, quoi, plus ou moins. Quand on regarde, grosso modo. En tout cas, c'est les gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Et c'est pas, par exemple, je fais souvent cette comparaison à Paris-New York, c'est entre 2 à 3,2 tonnes. Un Ougandais à l'année, c'est 1,1 tonne de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai sujet de justice sociale, et moi j'aime bien ce slogan qu'on retrouve beaucoup dans les manifs, c'est pas de justice climatique sans justice sociale. Et ce qui m'intéresse dans l'aviation, c'est vraiment de pouvoir amener cet aspect social aussi. Je trouve qu'il est pas du tout présent dans les discours. Alors déjà que sur l'environnement, il n'y a pas beaucoup d'engagement. Il y a une croissance du secteur qui est en train d'exploser en plus en ce moment, mais qui est à peu près de 3 à 4% par an. Des effets de la technologie qui permettent pas vraiment, en fait, on arrive vraiment au bout du bout des avancées et des bouts de chandelle où là on peut économiser en fait des grammes de carbone par-ci par-là. Mais en fait, les évolutions technologiques, elles arrivent en fin de course, et par contre le secteur continue à exploser.
Donc clairement, on a un effet volume qui est très inquiétant pour moi, qui montre pas du tout, qui va pas du tout dans le bon sens. Est-ce qu'il y a des commandes d'avions là, il y en a plein, ils annoncent toujours. Ça explose. Oui. Mais est-ce que ça va pas être régulé par le prix des billets finalement ? Ça commence déjà. Ouais. J'ai regardé justement une étude. J'ai mon oncle moi qui se marie au Laos là, à la fin de l'année. Donc clairement, moi j'y vais pas. Okay. Mais par contre, mes parents y vont. Et effectivement, on a vu le prix des billets. Et elle me disait, mais avant, avec AirTie, c'était 900, 600 balles. Aujourd'hui, le billet, c'est 1600 balles. Et en fait, c'est le prix du pétrole. En fait. Les contrats ont été passés par les compagnies il y a quelques années. Ils ont ajusté le prix, etc. Mais il y a quand même une forte augmentation. On regarde, on est à peu près dans les 20-25% d'augmentation sur un billet. Donc oui, je pense qu'il y aura une régulation qui sera faite par le marché. Donc... Est-ce qu'il va encore plus finalement faire en sorte que c'est les gens riches qui vont continuer à prendre l'avion et c'est là où je trouve que c'est un peu le social, le déplacement. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que le sens de l'histoire ne va pas tout à fait là-dedans. C'est qu'on va encore plus resserrer vers des gens très très riches, quoi. Effectivement, l'aviation d'affaires a jamais été aussi bien, post-Covid en tout cas. Donc oui, clairement sur ça on a bien vu, hein, d'ailleurs, je sais plus, c'est Harrison Ford qui disait oui, moi j'adore l'environnement, etc. Et puis 2 secondes après, en fait j'ai 5 jets privés. Voilà. Qui marche pas au jus de betterave. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un sujet vaste, hein, mais du coup, on voit qu'effectivement, même avec un passé dans l'aviation, on peut shifter et puis contribuer à cette nouvelle aventure environnementale. Un dernier sujet avec Laurent, on va finir là-dessus, avec un superbe mot. À chaque fois, je trouve qu'on est quand même on est verni, hein, dans la transition écologique. On a toujours entre le CSRD, etc. Et là, on va parler de SGPE. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le SGPE, en fait, c'est le Secrétariat Général à la Planification Écologique. Donc, c'est pas forcément plus sexy en expliquant ce que ça veut dire. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est une des mesures du gouvernement qui part d'un constat assez simple. C'est quand il y a des arbitrages interministériels, à la fin, c'est un peu globalement Bercy ou l'industrie qui gagne. Et donc, l'écologie passe toujours au second plan. Donc on crée un secrétariat général pour coordonner les travaux et il est rattaché directement à la première ministre. Et bon, dans notre système institutionnel, c'est pas très loin du président, on va dire. Et l'enjeu, il est double, c'est de s'assurer qu'on a l'arbitrage qui est au bon niveau et également s'assurer qu'on a un organisme dédié pour se donner une vision justement qui dépasse, on parlait de 1 ou 2 quarters pour les entreprises, pour les politiques, c'est l'élection suivante, 5 ans. Là, on est sur des choses, c'est 2030, 2040, 2050. L'interdiction des véhicules thermiques en Europe, c'est 2035. Il n'y a aucun politique qui le vote maintenant qui va être encore sur le même mandat au moment où ça sera mis en œuvre. Donc il y a vraiment un besoin de se donner un horizon de temps qui soit assez long, d'avoir une vision secteur par secteur et de voir qu'est-ce qui boucle pas, et ensuite de faire les arbitrages au plus haut niveau pour se dire voilà, on veut de la biomasse, tout le monde en veut pour les biocarburants, pour des bioénergies, pour ensuite alimenter les réseaux électriques, etc. Les calculs, on voit qu'il n'y en aura pas assez. Du coup, il va falloir faire l'arbitrage entre les avions, le chauffage et les camions. Du coup, il va falloir faire l'arbitrage parce que physiquement, on va juste pas en avoir assez. C'est juste, il n'y a pas la place, il n'y a pas les volumes. Et ça, c'est intéressant de voir qu'institutionnellement, on crée un organe pour qu'il puisse y avoir les données partagées, où on est plus sur des débats d'experts, parce que justement, c'est forcément technique, mais il ne va plus y avoir des débats sur quel est le diagnostic, et qu'ensuite, il puisse y avoir un bon arbitrage politique sur ces sujets. Et c'est pour ça, c'est un peu la première matérialisation du sujet de planification écologique. On ne va pas non plus planifier en mode Gosplan, mais il y a quand même un besoin de se coordonner, d'avoir un horizon de temps qui soit assez long. Et tous les travaux qu'ils font sont publics, donc pour la première fois, on a enfin des rapports sur le logement, sur l'énergie, sur la biomasse, sur tous les transports super détaillés. Et si on va dans les annexes, on a le détail, quel est l'impact de la diminution du trafic, si on augmente la taxe carbone sur le trafic domestique ou l'international, des analyses vraiment détaillées. Avec à côté de la slide indiqué il y a telle donnée pas encore claire, il y a tel arbitrage et il y a tel facteur bloquant. Donc c'est beaucoup plus transparent que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, beaucoup plus détaillé et cranté au bon niveau. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est sûr que sans ça, on ne voit pas comment on y arrive. Et c'est quoi la différence avec le ministère de la Transition écologique du coup ? C'est quoi
Alors, le ministère de la... Alors, je ne veux pas dire trop de bêtises là-dessus, mais clairement, le ministère de la Transition, ils vont avoir plein d'équipes pour gérer gérer les relations avec l'ADEME, qui est un organisme d'État indépendant. Ils vont avoir des équipes, des experts, etc. Mais ils ne vont pas avoir vocation à faire remonter les données de l'industrie, du transport, etc. et de faire la synthèse. Donc, c'est d'ailleurs un peu le problème historique d'avoir créé un ministère de la Transition, alors qu'en fait, c'est un peu chaque ministère qui doit faire la sienne. Oui, mais il faut bien que quelqu'un, au début, prenne le sujet Tout à fait. Après le dissémine dans les autres ministères. On est d'accord, mais ce que montre l'expérience, c'est que ça faisait un peu la lessiveuse aux ministres, parce qu'en fait, les ministres sentaient bien qu'à la fin, ils perdaient les arbitrages face à Bercy. Du coup, il y a un sujet de faire remonter ça au niveau dessus, mais pas forcément d'avoir une équipe, d'avoir tout le monde qui est là. Il y a plusieurs milliers de personnes au ministère de la Transition. Là, ils sont quelques dizaines, à terme, j'imagine quelques centaines à ce secrétariat qui a pour but de tout coordonner. Ok, donc plutôt une bonne nouvelle sur la gouvernance, on va dire, des sujets de transition écologique. Oui, en restant vigilant, parce qu'il y avait le Haut Conseil pour le climat qui avait été créé, et globalement, en fait, le diagnostic est le bon, mais il n'y a pas le portage politique derrière. Là, c'est un peu plus proche du soleil, mais je ne sais pas s'ils ont forcément la liberté de parole qui va bien, mais ils ont les accès aux bonnes données et aux services des ministères pour faire les analyses. Ok, SGPE, donc on va dire que ça se structure. Merci messieurs, en tout cas pour votre discussion, en tout cas qui sont très très documentées, très précises. Et puis on peut vous retrouver, j'imagine, sur LinkedIn, sur les réseaux. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur leur parcours ou leur service et bien sûr les collaborations sur la partie carbone. Et moi je vous dis donc à la prochaine. Merci, abonnez-vous, à bientôt.